Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Evidence-Based Physio Podcast. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Clément Noël. Salut Clément, Salut Guillaume comment et vas-tu? bonjour à tous. Écoute, ça va bien aujourd'hui. Tout roule pour moi et toi? Ouais, écoute, moi c'est pas mal aussi. Normalement, j'ai un deuxième épisode que je dois enregistrer cet après-midi. Donc là, 2 épisodes de podcast dans une journée, c'est une première. Mais c'est bien, ça fait que on va pouvoir proposer du contenu. Comme ça, c'est assez chouette. Euh, Est-ce que tu peux te présenter aux éditeurs pour ceux qui te connaissent pas? Ouais, bien sûr. Donc moi je m'appelle Clément Noël. Je suis kinésithérapeute français. Je suis diplômé de l'île de la Réunion de 2015. Et pour résumer mon parcours brièvement, j'ai travaillé 2 ans en tant que remplaçant chez moi à la Réunion. Et puis j'ai emménagé en métropole à Paris en 2017 parce que c'est là que j'ai commencé mon master à l'université de Brighton. Et c'était plus pratique pour moi de faire les trajets Paris-Angleterre que de Réunion-Angleterre. Donc je suis resté à Paris pendant 5 ans où j'ai travaillé dans différents cabinets pour faire de l'assistanat et cabinet de musculo-squelettique orienté plutôt MSK et sport. Et puis du coup depuis 1 an maintenant je vis en Angleterre et je travaille dans un service de musculo-squelettique avec notamment Chris Mercer qui est un des experts internationaux sur le rachis avec pas mal de publications sur le syndrome de la queue de cheval et les red flags. Donc ça, c'est la nouveauté depuis 1 an où du coup j'ai quitté la France, j'ai emménagé en Angleterre. Alors donc effectivement, est-ce que tu peux nous présenter l'article que tu as choisi d'évoquer pendant l'épisode? Ouais, bien sûr. Donc c'est un article qui s'intitule Person-Centered Rehabilitation Model, Framing the Concept and Practice of Person-Centered Adult Physical Rehabilitation based on a Scoping Review and Thematic Analysis of the Literature. Donc on pourrait traduire ça par le modèle de rééducation centré sur la personne. Et le but de l'article, c'est de délimiter le concept et la pratique de la rééducation centrée sur la personne avec une analyse thématique de la littérature et une scoping review. Donc c'est un article assez récent, qui a été publié en 2022 dans Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. Donc cet article-là, il me tient à cœur parce que c'est vraiment un article qui essaye de synthétiser toute la littérature au sujet de l'approche centrée sur la personne. Et dans ce sens, il est vraiment très intéressant parce qu'il est exhaustif. Il est parti chercher très loin, il y a énormément de références, il y a énormément d'articles. Et donc, c'est un très bon condensé, on va dire, de ce concept-là qui me tient à cœur. Ouais, ouais, écoute, merci. Effectivement, comme d'habitude, hein, j'ai eu la possibilité de le lire avant d'enregistrer. Et c'est sûr que, pardon, moi aussi, c'est un sujet qui me plaît bien. Et comme on se disait un petit peu avant d'enregistrer, en fait, c'est un tel condensé qu'il aborde beaucoup de sujets, de thèmes. Et là, du coup, il va falloir que nous, on soit un peu bon pour être synthétique et puis trouver le bon équilibre à être synthétique, mais pas non plus juste survoler. Je me dis que le piège dans ces situations-là, c'est de parler juste des thèmes, mais finalement de pas savoir à quoi ça peut ressembler en pratique. Et au final, ça reste un peu trop abstrait pour des personnes qui écoutent. Donc, vas-y Exactement. si tu veux continuer un petit peu plus en détail sur ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont trouvé. Ouais, donc je vais aller très rapidement sur la méthodologie parce qu'en réalité, cet article, c'est une série d'articles, ils en ont fait 3 au total. Et les premiers servent justement à proposer le protocole et à expliquer toute leur méthodologie. Donc c'est un article à part qui a été publié en 2021 dans lequel ils expliquent tout ce qu'ils ont fait en termes de scoping et après tout ce qu'ils ont fait en termes d'analyse thématique, comment ils ont collecté et analysé les données. Donc pour ceux qui sont très enclins à avoir des informations sur l'aspect comment a été réalisée l'étude et pouvoir avoir une lecture un peu critique sur leur méthodologie, je vous invite à lire ce second article. Mais du coup, je pense qu'aujourd'hui, on va plutôt se focaliser sur le contenu et ce qu'ils ont trouvé sur le résultat et sur la façon dont ils présentent un petit peu ce concept, comme tu dis, parce que c'est un concept qui a la particularité d'être très difficile à étudier. Donc, ce qui m'a plu en fait dans cet article, c'est qu'on est parti un peu du même postulat de base, c'est que l'approche centrée sur la personne, déjà, c'est assez difficile à étudier parce qu'on a énormément de termes différents. Bon, ça, c'est ce que j'ai identifié dans ma revue de littérature pour mon mémoire. C'est qu'il y a énormément de terminologie. Tout le monde parle de la même chose, mais avec des termes différents.
Ce qui fait que dans une revue de littérature, c'est assez difficile de trouver tous les termes qui correspondent, de les assembler comme il faut et du coup de collecter tous les articles qui en parlent. Donc c'est même possible que moi, dans l'épisode, je vais utiliser peut-être des termes différents pour parler de la même chose parce que c'est tellement amalgamé dans la littérature que des fois, je vais aussi utiliser des terminologies synonymes alors qu'il y a des petites nuances. En réalité, il y a des articles qui en parlent aussi, c'est intéressant. Mais un élément intéressant, par exemple, c'est qu'ils parlent de person-centered rehabilitation. Donc, ils vont vraiment se focaliser sur l'aspect rééducation. Mais typiquement, ils vont beaucoup plus loin que ça parce qu'en fait, ils expandent. C'est ce qu'on va voir après dans leur modèle. Mais ils ouvrent un petit peu sur un peu plus vaste que la rééducation en elle-même. Et donc, c'est ce qu'on appelle person-centeredness en anglais. Donc, c'est la terminologie la plus vague et la plus umbrella, comme ils appellent, donc celle qui englobe le plus de termes, on va dire. Donc, ça, c'est un terme qui est un peu difficile à traduire en français parce qu'on n'a pas cette notion de centeredness. Donc, c'est être centré sur la personne. Et après, justement, on va avoir des différents termes avec. On va l'utiliser comme un qualificatif, donc une communication centrée sur la personne, une rééducation centrée sur la personne, un soin centré sur la personne. Il va y avoir des terminologies un peu similaires avec des éléments et des gens qui vont parler de l'approche centrée sur la personne en parlant de prise de décision partagée, en parlant de patient partenaire. Donc il y a beaucoup de termes et en fait, le terme person-centeredness, c'est celui qui va essayer de globaliser tout ça. Et ce qui est rigolo, c'est que même dans leur article, finalement, ils le limitent à la rééducation. Donc, du point de vue terminologie, c'est assez compliqué à étudier. Et après, le fait que ce concept en lui-même, comme on vient de dire, il inclut beaucoup d'éléments. Donc, il y a beaucoup de concepts qui y sont associés. Et c'est ceux qui vont résumer après dans leurs résultats, et dont on va parler dans un instant. Mais ça fait que c'est un concept assez compliqué à comprendre parce que c'est beaucoup de notions. Et beaucoup de notions un peu abstraites, comme tu disais, qui ne sont pas forcément directement palpables cliniquement. Oui, parfois on essaiera de voir si on peut proposer des exemples pour que ça parle plus. Et encore une fois, il y a tellement on va dire, de sous-thèmes que on ne pourra pas proposer des exemples pour tout, mais bon, voilà, ce sera, on va faire des choix, on va faire au mieux. Et c'est vrai que cette histoire moi, le plus large que j'aurais imaginé, c'était soins centrés sur la personne, mais bon, il n'y a pas que de soins, on va le voir aussi. Exactement. Et tu vois, il y a quelques temps, j'avais sorti un autre épisode de podcast sur ce thème-là, et avec Antoine de Conac, et sur un autre article un peu plus ancien. Et il y avait un collègue et ami là, qui m'avait appelé en me disant que pour lui, le soin centré sur la personne, enfin, ouais, je vais dire ça comme ça, c'était. Ça lui posait problème ce concept, parce que lui, il était plus adepte du concept de patient partenaire. Et en fait, il disait que voilà, c'était plus moderne, etc. Et que le problème du concept pour lui de soins centrés sur la personne, c'était que tu avais le patient au milieu et les professionnels autour. Et qu'au final, tous les professionnels faisaient ensemble, mais sans le patient. Et du coup, lui, ça lui posait vraiment problème. Et en fait, au fur et à mesure de la discussion, je me suis rendu compte que comment dire, les désavantages qu'il voyait au concept de soins centrés sur la personne, finalement, dans l'article qu'on avait cité, était d'accord avec ce que lui, il voulait promouvoir. Donc, en fait, c'était vraiment une histoire de termes. Et au final, bon, je trouve ça important d'essayer de défendre certains concepts, etc. Ça, c'est sûr. Maintenant, c'est un peu dommage parfois d'essayer de se battre sur des termes quand on parle de la même chose au final. Et, et juste si parfois, comme tu disais, parfois il y a des petites nuances, et de passer beaucoup de temps à batailler sur des nuances, alors que dans le fond on est d'accord, voilà, j'avais trouvé ça un peu dommage, et encore une fois enrichissant cette discussion avec cette personne-là pour qui j'ai beaucoup d'estime. Mais bon, voilà. Donc là, exactement. là c'est PCR, enfin dans l'article, ça fait un peu bizarre. L'acronyme PCR, c'est Patient-Centered Rehabilitation. Donc, mais juste, est-ce que ça veut dire que la littérature qu'ils ont explorée, c'était que de la littérature sur la rééducation? Alors, oui et non. Ouais.
Euh, j'ai plus le détail en tête exactement de quels étaient leurs critères d'exclusion et d'inclusion, mais je crois qu'ils ont été plus global que ça, parce qu'il faut savoir que la rééducation, le terme rééducation, souvent dans la littérature anglo-saxonne, en fait, il n'a pas la même signification qu'en France, Oui, où rééducation, on voit ça comme très kinésithérapique, alors que, en fait, rééducation, souvent, ça veut juste dire n'importe quel parcours de soins qui va être, donc ça peut être du médical, ça peut être de l'infirmier, ça peut être de l'ergothérapie, ça peut être donc leur notion de rééducation est un peu plus large, on va dire, ouais, leur définition du terme. ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est important de rappeler, je pense, ouais. Ok. Ok. Et je rebondis sur ce que tu disais, effectivement, sur les terminologies. En fait, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a souvent, bah, quand on a un concept qu'on étudie, on a envie de le promouvoir et de le mettre en avant. Là, ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais sur l'aspect collaboratif et partenariat. Bah, c'est un élément qui, du coup, est une des catégories de l'approche centrée sur la personne, enfin de la rééducation centrée sur la personne dont il parle dans l'article. Et bah, ça montre qu'effectivement, en fait, on sait ce qui est important. Après, on l'appelle ou on le labellise de façon différente. Et c'est pour ça que c'est compliqué dans la littérature, parce que tout le monde le labellise un peu différemment. Mais finalement, on est tous d'accord sur les mêmes idées. Donc là, l'idée de cet article, c'est vraiment d'essayer de mettre toutes ces idées-là qui sont importantes et de les organiser dans l'espace. Mais ça, bah, du coup, ça a été fait via une analyse thématique, oui, c'est ça, la thématique Ouais. analysis. Et, euh, et en fait, bah, ça a forcément une part de subjectivité, c'est-à-dire que c'est la sensibilité de l'auteur qui va organiser ces concepts-là. Donc là, en l'occurrence, c'est quand même tout un groupe de chercheurs de 3 pays différents, donc Portugal, Canada et Nouvelle-Zélande, avec donc ces 3 grosses universités. Ils sont en partenariat avec l'OMS. Donc c'est quand même un gros groupe de chercheurs un peu partout dans le monde. Et avec, je crois qu'ils sont 6 juste sur la publi, donc c'est quand même un truc un peu, on va dire, un peu englobant du point de vue international, quoi. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'il y a plein de différentes façons de l'exprimer, et du coup, bah, en fait, comme tu dis, on est d'accord sur le fond, donc c'est ça qui compte. Ouais, c'est ça. Et, probablement. Il me semble même, hein, parce que du coup, pour relier à ce qu'on vient de dire là, il me semble même qu'ils ont fait intervenir des, des patients, enfin, comment dire, des personnes qui sont dans les parcours de soins pour valider aussi le modèle. Il y a eu ce filtre-là aussi, ce qui semble un peu important vu vu l'intitulé du concept. Et probablement que, voilà, là il y a vraiment un truc, comme tu disais, assez exhaustif. Et donc, ce qui fait à nouveau qu'il y a beaucoup de concepts qui se mélangent. Et probablement quand on est vraiment très attaché à un de ces concepts-là, eh ben, peut-être qu'on a tendance à vouloir le défendre, le mettre en avant, etc. Et ça veut pas forcément dire qu'on n'est pas ok, qu'on ne veut pas défendre les autres, mais en fonction de notre vécu, de notre sensibilité, etc., ça peut s'expliquer. Et ok. Exactement. Et bon, bah là, du coup, alors ils ont fait leur analyse thématique là, et ça a débouché Ouais, sur un modèle. Donc, ouais. vas-y, je te laisse Donc nous en parler. ils ont fait une jolie illustration, donc j'invite nos auditeurs à aller regarder dans l'article original. Mais globalement, il y a trois grandes parties qu'ils ont dessinées en cercle concentrique. Donc avec la première qui est la partie à laquelle on pense systématiquement quand on pense rééducation centrée sur la personne, c'est-à-dire à l'interaction entre le professionnel et la personne. Donc c'est ce qu'ils appellent la dyade. Et après, ils incluent le microsystème et le macrosystème. Donc à chaque fois, on dézoome un petit peu, on essaye d'avoir une vision un peu plus large du concept. Du point de vue de la dyade, ils ont catégorisé ça en 5 catégories, mais bah, exactement ce qu'on disait avant, le truc c'est que ces catégories, il ne faut pas les voir comme des blocs qui sont indépendants, parce que tous ces blocs-là, ils ont des points communs, ils ont des similitudes, et ils sont nécessaires les uns aux autres. Donc moi je vois ça un petit peu plus, la métaphore que j'utiliserais, c'est plus un écosystème, parce que quand on enlève un, bah, t'impactes tous les autres nécessairement, et c'est pas un truc qui peut fonctionner indépendamment. Donc c'est pas parce que tu as un élément, tout va fonctionner en symbiose en fait. Donc eux, ils ont catégorisé ça en 5 catégories, donc c'est leur choix, c'est ce qu'ils ont trouvé par rapport à ce qu'ils ont réussi à se mettre d'accord en fonction de toutes les notions, de tous les articles qu'ils ont lus, et il y en a un paquet, parce qu'ils ont quand même inclus juste 140, je sais plus combien, 147 articles. Ouais. Donc c'est 147 articles pour faire une analyse thématique, donc c'est-à-dire qu'ensuite ils ont tout lu, ils ont tout codé, ils ont fait des catégories, ils ont essayé
Donc c'est vraiment un travail de psychopathe C'est qu'ils ont un fait. peu. C'est très, 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 très louable et très, très respectable. Franchement, c'est un papier qui m'inspire beaucoup. Ouais, non, c'est fou. Ouais, tu vois, Et pour mon fin de master, moi je crois que j'avais 8 articles. Et déjà synthétiser ça, j'en ai mis partout. Alors là, sur le 47, je pense que j'aurais démissionné direct. bah, quand on a mis un pied dans la recherche, on est tout de suite beaucoup plus humble vis-à-vis de la critique. Je trouve, avant de commencer le master, avant d'avoir moi-même essayé de faire de la recherche, j'étais très critique sur les articles en disant oh ils ont inclus que 3 bases de données, ah c'est pas beaucoup, franchement ils auraient pu faire 5 ou 6. Et après quand on voit le temps et l'importance du travail que ça implique, on se dit que waouh en fait bah, c'est déjà énorme, c'est un temps monstrueux qu'ils ont réussi à faire et ouais ça rend humble et beaucoup plus respectueux vis-à-vis de la recherche. Ça veut pas dire qu'il faut dire ah bah c'est pas grave on peut faire ce qu'on veut, mais ça veut juste dire bah, ils ont fourni un travail qui était le travail qu'ils ont pu fournir et c'est vachement louable. Et après, bien sûr qu'on pourrait faire mieux, mais ça demande aussi des moyens et du temps. Il y a plein d'autres choses. Ouais, c'est sûr. Alors, est-ce que tu veux Donc, nous parler, ouais, comme tu veux nous parler, là, t'as dit, il y a 3 niveaux, et le niveau ouais, le plus... Bah, tu veux commencer par lequel, d'ailleurs? bon, on va commencer avec la diade, vraiment le cœur un petit peu de l'interaction entre le professionnel et le patient ou la personne. Mm. Donc, le premier aspect, c'est tout ce qui est respect et individualisation du soin. Donc, justement, c'est un peu le premier truc auquel on pense quand on va se centrer sur la personne. On se dit, ah, bah, on va faire un soin qui est individualisé, qui est personnalisé, qui correspond à cette personne. Donc eux, dans cette catégorie-là, ils mettent plusieurs éléments. Donc ils mettent tout l'aspect, on va se focaliser sur les besoins, sur tout ce qui va être la perspective de la personne, ses préférences, ses valeurs, son expérience, sa vision du monde. Donc ça va être un petit peu bah, tous les trucs auxquels on pense en général quand on fait notre bilan avec notre patient. On essaye de comprendre un peu qui ils sont, d'où ils viennent et ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils attendent un peu de notre interaction de soins. Et, et donc ça, c'est vraiment les trucs un peu auxquels on pense quand on pense ICE, donc les inquiétudes ou l'idée du problème, leurs inquiétudes et leurs attentes vis-à-vis de la rééducation. Tout ce qui va être ce qu'on peut se retrouver dans le modèle biopsychosocial dont tu as fait plusieurs épisodes avec Camille, avec d'où cette personne vient, qui elle est, comment elle perçoit son problème, quelle est sa compréhension du problème, etc. etc. Et comment est-ce que ça affecte son, son, sa vie. Et donc pour faire ça, il faut accepter et entretenir l'idée qu'on a affaire à un individu et pas à un patient, qu'on a affaire à un humain qui va avoir son sens justement du soi, qui va avoir sa capacité à se déterminer par elle-même, à faire ses choix, à avoir ses propres valeurs et ses propres mêmes singularités, ses propres éléments qui font qu'elle est vraiment unique. Et c'est à ça qu'on essaye de s'adapter quand on est dans une interaction de soins, qu'on essaye de faire n égale 1, donc de faire une interaction qui va être individuelle. Donc ça, je pense, c'est assez parlant pour la plupart de nos auditeurs. C'est des trucs que tout le monde essaye de faire à plus ou moins grande échelle et avec différents niveaux de profondeur. Mais tout ça, c'est ancré dans des notions de respect, de dignité, d'identifier aussi les ressources de la personne, ses capacités, etc. Et un élément qui est important aussi, c'est qu'ils disent que tout le monde a le droit d'expérimenter un soin qui va être centré sur la personne. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce d'équité qui fait que c'est pas réservé à seulement une catégorie de personnes. Par exemple, bah, les gens avec qui je m'entends bien, ou les gens avec qui je partage un niveau socio-économique, ou les gens avec qui je partage une relation culturelle, ou parce qu'il y a beaucoup de ces éléments qui vont influer en tant que barrière après dans le soin. Mais bon, ça, ils en parlent pas trop des barrières. C'est d'autres articles qui en parlent, ils les ont inclus, mais on va pas faire trop le focus sur les barrières parce que sinon on va y passer une Il y a journée. déjà assez de sujets, ouais. Tu vois, dans ce que tu exposes là, un des éléments qui me vient. Alors, je t'ai dit avant, hein, j'espère que je vais pas anticiper sur d'autres sujets, etc. Parce que j'ai pas d'article dans les yeux, j'ai eu qu'une fois. Donc, Pas de mais souci. le lien que je peux faire par rapport à, notamment quand on enseigne des formations, à un entretien motivationnel, un des trucs, et puis même moi dans le process mon cheminement que j'ai eu et que je continue d'avoir pour arriver à intégrer cette histoire-là, il y a cette notion de, comme tu disais, d'acceptation. L'acceptation de l'autre avec ses préférences. Et
ça, je pense, c'est vrai que ça se concrétise vraiment quand on réfléchit à ça, et autrement, c'est vraiment trop abstrait, je trouve. Cette notion de finalement, bah, la personne qui peut déterminer si elle a la possibilité de dégager du temps pour faire ce qu'on lui propose, d'adopter ce qu'on lui propose, etc. Bah, c'est elle en fait, et de respecter ça en fait, de respecter que le contexte de la personne va être différent, de respecter que euh, ben, elle peut être vraiment en attente d'avoir des stratégies qui sont pas forcément enfin, en accord avec ce que nous on voudrait proposer par rapport à nos convictions, la science, etc. D'accepter le fait que alors ça veut pas forcément, ça l'article aborde pas, donc on va pas y aller non plus, enfin pas trop, mais ça veut pas forcément dire qu'il faut se plier à tout ce que la personne demande, il faut se respecter soi aussi en tant que soignant. Mais après, donc, du coup, de savoir respecter ça, si jamais ce que la personne, avec toutes les données qu'on a pu lui fournir, toute sa compréhension, son vécu, euh, souhaite à un moment donné une type de prise en soin, et que ça ne me paraît pas en accord avec ce qu'on sait, ben, il y a une part de, enfin, il y a du respect, de l'acceptation à avoir par rapport à ça. Moi ça m'évoque ce truc-là et qui est vraiment pas facile par rapport à la façon dont on est formaté en fait. Exactement. Bah, comme tu dis, c'est en fait là où c'est difficile, c'est vraiment parce que j'ai pu donner un petit peu quelques cours sur ce thème en interne en Angleterre via des services training pour des juniors et pour des seniors, etc. Et un des questionnements qui revient tout le temps, c'est oui, mais bah, si on accepte entre guillemets les demandes du patient, bah, peut-être qu'on peut se retrouver face à un cadre juridique, face à un cadre de temps, face à un cadre de préférence de management, face à des contraintes de guidelines, et comment on gère ça. Et en fait, comme tu le dis justement, l'acceptance, c'est pas l'acceptance, c'est accepter la légitimité de la demande. Mais après, ça veut pas dire forcément se plier à la demande. Et ça veut dire, bah, j'entends votre demande, mais moi j'ai un cadre qui est le cadre suivant, et bah, comment est-ce qu'on peut essayer de trouver un équilibre pour fonctionner ensemble. Et votre demande, elle me paraît importante parce que bah, vous m'exprimez ça. Est-ce que finalement, ce qui vous inquiète pas, ce serait pas plutôt ça? Et puis du coup, proposer des pistes de réflexion aux patients et essayer de trouver un terrain commun sur lequel on va pouvoir collaborer. Hmm. Et c'est ça, en gros, la différence entre accepter la légitimité de la demande et accepter n'importe quelle demande, quelle qu'elle soit. En fait, c'est ça, c'est légitimiser. C'est bah, ce qu'on attend de nos patients parfois, c'est qu'ils soient dans une position d'accepter la situation pour pouvoir, bah, par exemple, doser une progression, de ne pas y aller trop fort, d'accepter qu'aujourd'hui c'est trop fort pour pouvoir avancer. On ne dit pas se résigner, on ne dit pas se plier, on ne dit pas s'obliger, etc. C'est juste, et là c'est pareil, du coup c'est accepter la situation telle qu'elle est. Le Mm. patient est comme ça. Bien sûr qu'on peut l'aider à envisager les choses différemment si on lui apporte des connaissances, etc. Et donc là après ça va aller vers la prise de décision partagée. Mais l'aider à réfléchir et au final accepter son point de vue, son contexte, Mm. etc. Et voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux avec ça. Et parfois enfin, on sera peut-être pas la bonne personne et c'est ok. Ah, mais par contre, voilà, et c'est pas un échec, et c'est pas, voilà, c'est pas un échec. Exactement. Parce qu'autrement, Bah, on va vraiment pas les supporter ces patients-là, et c'est dommage. C'est souvent ouais, bah c'est exactement ce qu'ils disent justement dans cette catégorie. Ce qu'ils disent, c'est que l'idée, c'est de pas avoir de jugement envers la personne. Donc chacun peut arriver d'un point de vue et d'un contexte qui va faire que la personne pense ce qu'elle pense, d'embrasser le côté un peu la différence et le fait qu'on soit tous pas pareils, parce que sinon aussi notre métier serait un peu casse-pied, parce qu'on ferait toujours la même chose et une IA ferait ça un peu bien mieux que nous finalement. Donc ce qui est chouette, c'est ce côté un peu artistique de devoir composer avec tous les gens qui sont différents. Et pour ça, il faut accepter aussi le fait qu'on va essayer de réduire les problèmes de pouvoir, là où bah, dans notre système, le médecin et le patient, alors qu'on est dans une relation d'individu à individu avec bah, quelqu'un qui vient nous demander de l'aide. Ce qu'ils disent, c'est respecter les choix personnels, donc ce que tu viens d'évoquer, et respecter le fait que les personnes peuvent avoir le contrôle de leur vie aussi. Il y a des gens qui sont, bah, qui ont conscience que, je sais pas, fumer c'est mauvais pour la santé, mais qui font le choix délibéré de continuer parce que pour eux, à un instant T, c'est quelque chose qui leur apporte plus de positif que de négatif, et en connaissance de cause, mais c'est pas pour autant qu'ils vont arrêter. Donc
il y a aussi le respect de, ok, bah, vous avez les infos, moi j'ai fait mon taf, et il n'y a pas de souci si vous faites ça en connaissance de cause et que c'est un choix éclairé, ben, je respecte votre choix. Mm. Et tout ça, ça demande des skills de communication bah, qui sont à développer. Donc la communication, c'est rigolo parce que ça va revenir dans tous les thèmes qu'on va aborder sur les différents trucs. Et c'est en ça qu'on disait tout à l'heure que bah, toutes ces catégories, comme tu dis, tout ce qu'on va dire, ça va être possible en fait de le raccorder aux différentes branches. Ouais, ouais. Bah, vas-y, si tu veux continuer sur les autres thèmes, sauf Ouais. si tu veux. Donc, non, là, ce thème-là, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour. Le deuxième tour, il est un petit peu similaire, il y a une nuance. Donc, il parle d'adaptation aussi, il parle du fait que l'interaction, elle ne doit pas être scriptée. Donc, c'est ce qu'on vient d'évoquer brièvement juste avant. Et le fait que ça doit être réflexif. Et donc là, où je trouve que c'est intéressant, c'est ce mot de réflexivité, parce que ça va me permettre de pouvoir faire la promotion de ta formation que tu proposes avec Camille et toi, et que je trouve super intéressante, parce que la réflexivité, c'est quelque chose qui, bah, moi, quand j'ai fait mon cursus de kinésithérapie, on n'en a jamais parlé avant. Et en fait, c'est l'élément phare finalement qui nous permet justement d'être adaptable. Parce qu'on va vivre une situation, se rendre compte que la situation s'est plus ou moins bien passée et essayer d'apprendre de cette situation. Donc, de pouvoir se dire, cette situation s'est bien passée, donc cet élément-là, cet élément-là, cet élément-là, c'était des choses qui étaient bénéfiques, il faut que je continue de garder ça dans ma pratique, ou bah, l'interaction s'est pas trop bien passée, qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche mieux la prochaine fois? Ouais, bah, merci. Donc, donc ça, c'est ce qu'on disait avec le fait que bah, on a deux subjectivités qui vont se rencontrer. Moi, avec mon bagage biomédical, mes croyances, ma culture, etc., et puis celle du patient, et essayer de voir comment est-ce qu'on peut se rencontrer de façon apaisée, quoi. Donc, et c'est en ça que tous les trucs où c'est en ça que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas du tout le côté guidelines machin, parce qu'ils ont l'impression que ça va donner un truc scripté, et que du coup, si les guidelines disent bah, il faut faire des exercices, on va faire la même chose pour tout le monde, alors que la guidelines, bah, dans le mot guide, c'est guidé. Donc c'est juste là pour nous guider vers quelque chose qui potentiellement pourrait être intéressant. Ouais. Mais les guidelines nous ont jamais donné la vérité absolue pour tous les patients, parce que tout le monde est différent. Ouais, après, c'est des espoirs de. Quand on a, quand on a beaucoup d'incertitudes, on n'est pas à l'aise face à l'incertitude, et ce qui est tout à fait normal, notamment au début, quand on découvre un Mm. contexte, un sujet, etc., d'avoir des recettes à suivre, à appliquer, bah, c'est rassurant, C'est rassurant. et puis ça permet de commencer aussi, hein. Enfin voilà, ça permet de commencer, parce qu'effectivement, tu vois, là, tu parles de pratique réflexive. Pour réfléchir à sa pratique, bah, il faut pratiquer. Donc il Ouais. faut se lancer au départ. Donc on a une base pour se lancer. Et puis après, bah, voilà, de se rappeler dans la recette les ingrédients qui marchent plutôt bien, les ingrédients qu'il faudra un petit peu peut-être modifier, assaisonner différemment. Et puis se rendre compte que c'est pas une règle avec tout le monde. Parce que même si on trouve un truc, on a identifié un problème, on envisage une solution, on essaie de l'appliquer, et puis ça se passe plutôt bien une fois, deux fois, et la troisième fois ça marche pas. Bah, ça veut pas dire qu'il faut se Mm. jeter, c'est juste qu'on n'a pas eu affaire à la même personne. Et à force, bah voilà, Affine. l'incertitude, la complexité. Et tu vois, Ouais. je vais en parler maintenant parce que j'ai peur d'oublier, mais tu vois, un des trucs qui me préoccupe, moi, de ce genre d'article, Mhm. c'est la culpabilité que ça peut générer chez les soignants. Parce qu'en fait, il faut certainement pas voir ça sous le prisme de si je veux être un bon soignant, il faut que j'arrive à faire tout ça tout le temps. Parce que là, si vous vous mettez dans cette posture-là, c'est pas la peine, le jeu il est fini. C'est Ouais. c'est juste là, si vous prenez trop dans la figure, vous allez vous dire, mais oh là là, mais j'y arriverai jamais. Et voilà, donc les personnes dans le mode perfectionniste, je leur déconseille de lire l'article, à la limite, parce que autrement ça va faire trop mal. Et vraiment, l'idée c'est un. Si je disais ça, je sais pas, j'utilise cette expression pas mal en ce moment, mais c'est un peu c'est un chemin, quoi. C'est un chemin, il Ouais. y a plein de directions, il y a plein de. Et vous ne pourrez pas toutes les prendre en même temps. Et juste, c'est des pistes de réflexion, vous ne pourrez pas tout faire parfaitement. Et d'avoir besoin de réfléchir à ces échecs, c'est normal, parce qu'il y a forcément des échecs. On n'a pas parfait tout le temps, c'est pas possible. Il y a trop de dimensions. Et si vous Ouais. voulez être prêt à apprendre, il faut que vous soyez prêt à échouer. Voilà, je voulais vraiment poser ça là parce que il m'a beaucoup évoqué ça, cet article-là.
Ouais, bah, il y a cette notion de vulnérabilité, effectivement, du professionnel qui a pas du tout pour vocation d'être infaillible. Parce que justement, dans la rencontre des autres individus, il y a aussi nous, l'individu professionnel, qui a aussi, bah, on a aussi nos émotions, on a aussi nos sensibilités, on a aussi moi, ce que j'ai identifié dans mes études et qui ressort dans beaucoup d'études qualitatives, c'est l'aspect, bon, on a aussi nos préjugés. Bien sûr. Et tout ça, ça influe sur qui on est, sur comment on approche, etc. Et en fait, bah, c'est normal, c'est parce qu'on est aussi, on n'est pas, justement, on n'est pas parfait. Et donc, et c'est pour ça que bah, différents patients vont se lier plus ou moins avec différents professionnels, vont voir des, ah, c'est marrant, vous adorez ce professionnellement, moi je peux pas l'encadrer. Et en fait, bah, c'est juste qu'on a aussi tous nos propres, notre propre vécu, nos propres expériences. Donc, faut accepter ça et pas chercher, comme tu dis, à faire tout bien tout le temps. Parce que ce côté réflexivité, il est juste là pour nous dire, bah, en fait, voilà, on va avoir une situation qui s'est plus ou moins bien passée. Et qu'est-ce que je peux apprendre pour cheminer sur mon chemin d'essayer de faire mieux au fur et à mesure. Mais même les grands experts de l'approche centrée sur la personne, même les gens qui ont des tonnes d'expérience là-dessus, qui ont publié, qui pratiquent ça tous les jours, qui travaillent dans des services où ils font que ça toute la journée, bah, ils ratent beaucoup. Et, et ça, c'est un truc qui est super important, comme tu dis, de mettre en avant, parce que c'est que comme ça qu'on apprend. Et c'est que parce qu'on accepte ça, hein, si on revient à l'acceptation, on apprend, Ouais, clairement. exactement. Donc, ce qu'ils disent par rapport à la réflexivité, c'est du point de vue purement de la dyade. Donc, ça va être sur tout ce qui est essayer de voir comment se passe l'interaction. Donc, être attentif au non-verbal, attentif au verbal, attentif aux émotions que peuvent ressentir le patient. Essayer d'être aussi bah, relativement humble, comme on vient de dire, parce qu'on fera pas tout bien toujours. Se poser des questions, essayer d'avoir un raisonnement aussi un peu éthique. Donc, se poser des questions en termes bah, les notions d'éthique, c'est des trucs aussi qui sont très complexes, et donc on va pas aller très loin là-dessus, mais juste c'est des éléments à considérer. Parce que, bah, exactement dans cette catégorie, ils disent l'approche centrée sur la personne, c'est quelque chose de complexe, c'est sujet à beaucoup d'erreurs, et c'est une adaptation et un apprentissage continu. Donc, tu as tout à fait bien résumé cette catégorie sur laquelle on va pouvoir synthétiser ça comme ça. Mais ouais, la réflexivité, c'est un truc qu'on n'apprend pas beaucoup et qui est, enfin, moi, que j'ai pas beaucoup appris dans mon expérience personnelle de mon cursus que j'ai appris en post-gradué, en fait, après le diplôme, via des formations et via le master. Donc, j'ai fait ta formation et c'est quelque chose dont on parle beaucoup à Brighton, qui est vraiment dans la culture de l'université, et quelque chose que j'encourage beaucoup les professionnels à faire, parce que c'est ce qui permet le développement continu, en fait. Clairement, clairement. Pareil, tout pareil. Donc, troisième point. Vas-y. Troisième point, c'est tout ce qui va être relation. Donc, tout l'aspect alliance thérapeutique, relation thérapeutique, etc. Donc, eux, dans cet article, ils ont identifié quelques éléments importants avec la notion de soutien. Donc, de vraiment soutenir, aider le patient, parce qu'en général, ils sont en détresse, ils sont en souffrance, ils sont pas bien, sinon ils viendraient pas nous voir. L'aspect compassion, l'aspect confiance. Donc, qu'il y ait une relation où ce soit pas qu'est-ce qu'il me raconte lui, pourquoi il veut que je fasse des exercices ou, euh, ou autre. La notion de prendre soin et la notion de sincérité. Donc, tout ça, on peut l'illustrer assez visuellement, je pense, quand on a, bah, par ce qu'on vient de dire, hein, avec des patients qui viennent et qui sont en détresse, bah, le fait, pas simplement de leur dire quoi faire, mais d'être aussi dans l'interaction, d'être avec eux, de comprendre comment est-ce que ça les affecte, de comprendre comment est-ce que ça impacte leur vie, etc. C'est des trucs qui sont assez forts en vrai en matière de création de relations. Et ça permet à la personne de beaucoup plus se confier, de avoir beaucoup plus confiance dans son thérapeute. Et donc, ça va amener la rééducation beaucoup plus loin. Clairement. Tu vois, cette semaine, j'ai reçu par rapport à mon e-learning, là, sur nos e-learning, les apprenants peuvent poser des questions. Et sur mon e-learning, j'ai eu le retour d'un apprenant qui m'a partagé une expérience avec une patiente où il était bluffé par le fait que, en fait, il était dans une approche assez médicale d'emblée comme ça. Et en Mhm. fait, ça, une personne avec une douleur persistante qui était vraiment dans une situation compliquée, arrêt de travail, etc. Et ça tournait en rond. Et au bout de la cinquième séance,
il a noté là, je suis en train d'écrire un blog sur le sujet parce que je trouve ça vraiment intéressant, tu vois, j'ai repris ses mots à lui, je vais les reposer. Et en fait, il me dit, j'ai simplement posé une question ouverte. Et en fait, la personne s'est mise à déballer tout son vécu, sa frustration, ce qu'elle vivait, etc. pendant toute la séance, en fait, pendant une demi-heure. Et à la fin, elle lui a demandé, mais si elle espérait bah, s'en sortir, ne plus avoir de problème, et elle a répondu que non. Et puis il s'est arrêté là-dessus sur la séance. Et à la séance suivante, en fait, elle est revenue et elle s'était mise à faire des exercices qu'elle avait jamais fait. Même elle en avait fait d'autres. Et puis depuis, elle s'était mise à faire de plus en plus de trucs. Et là, il m'écrivait en me disant, bah, aujourd'hui, on arrête les séances parce qu'en fait, elle va bien. Et enfin, du coup, on est d'accord qu'il y a plus besoin. Et à la fin, comment il a édifiant, il me met le dernier mot. Et en fait, du coup, il y a cette notion de que la personne elle sache qu'elle a affaire à quelqu'un qui comprend ce qu'elle vit et ce qu'elle a vécu et qui le valide. Et donc, il y a à la fois ça et puis à la fois de. Vous avez des personnes, tant qu'elles n'ont pas réussi à exprimer ce qu'elles vivent et à l'exprimer pleinement, donc avoir affaire à une personne qui va vraiment être là pour l'écouter. Et ça peut être juste se taire ou juste reformuler, refléter et faire élaborer la personne. Mais en fait, tant que c'est pas sorti, les gens ils sont bloqués parfois. Et Ouais. c'est là où Mike Stewart il propose des métaphores, des dessins, des choses comme ça, parce que parfois pour exprimer, les gens n'y arrivent pas. Vous pensez à une chanson, etc. Mais vous avez, un, vous avez des personnes, tant que ils n'ont pas réussi à l'exprimer, eh ben vous serez bloqué en fait. Et voilà, Mm. donc ça, ouais, je vais publier ça dans pas longtemps, je pense. Enfin, peut-être même que ce sera publié avant Nice. la sortie du podcast. C'est leur Bah, plus. hâte de le lire. Ouais, Hâte de le lire. Bah, du coup, si c'est déjà publié, allez donc jeter un coup d'œil. Ça vaudra probablement le détour. Bah, tout ce que tu viens de dire, c'est exactement ce qu'ils disent dans l'article. C'est-à-dire que bah, ça se base sur la volonté du professionnel de passer du temps avec la personne, à l'écouter, sur le fait d'avoir une attention qui va être indivisée et qui va vraiment être juste dans l'écoute active. Donc, c'est tous les outils que tu viens de citer avec l'entretien motivationnel et les outils de communication, les outils de faire attention un petit peu à comment est-ce qu'on reformule, on fait des paraphrases, pour montrer qu'on est dans une écoute active. Donc faire des résumés, des interprétations, etc. Demander plus d'informations des fois pour aller creuser, parce que comme tu dis, il faut aller au bout du. Parfois, les gens ont juste besoin de l'exprimer entièrement. Et parfois, c'est comme tu dis, cette frustration d'avoir exprimé mais que 25% du problème, et eux, ils ont besoin d'aller jusqu'au bout. Et une fois qu'ils ont fini, bah, en fait, ils se sentent mieux. Donc il y a cette histoire de relation, de soins qui est vachement importante et qui est pas du tout négligeable. Donc parce que voilà, ça permet même, comme tu dis, soit ça peut résoudre le problème dans son intégralité si c'était ça le problème qui posait problème à la personne, mais ça peut aussi permettre de débloquer un truc pour passer ensuite sur autre chose et, euh, et avoir ce pilier de confiance, pilier de relationnel qui permet d'aller explorer d'autres perspectives qui n'étaient pas possibles avant. c'est ça, d'aller plus loin. Et rien qu'en soi, en ce moment, je regarde des cours sur des concepts de psychologie positive. Et en fait, le fait d'avoir une problématique qui nous tient à cœur et de le tourner dans sa tête, mais pas d'exprimer, ça peut vraiment, vraiment être un frein. Et rien que ça, c'est thérapeutique. Et alors, il y en a qui vont peut-être se dire, bah oui, c'est pas notre rôle, on n'est pas des Mm. psychologues, etc. Juste, là, en l'occurrence, si c'est un truc qui bloque, et qu'entre guillemets, il suffit juste d'écouter la personne, de l'aider à sortir ça, pour après pouvoir embrayer sur bah, des choses un peu plus habituelles dans notre rôle. Finalement, c'est pas si Mm. compliqué que ça. L'exemple que j'ai pris, la personne, ça lui a pris une séance. Euh, pour une personne qui est bloquée depuis des mois ou des années, une séance, c'est rien. Et parfois, Ouais. pour des patients, ça peut être juste une partie de la première consultation, de la deuxième ou de la troisième, si on a tourné en rond, peu importe. Mais juste le fait d'exprimer en soi, c'est thérapeutique. Et même si parfois les patients après arrêtent les séances, parce que ça peut aussi arriver qu'une fois qu'ils ont exprimé, ils arrivent à se débrouiller par eux-mêmes en fait. Ouais. Et ok, ils auraient pu le faire avec un autre professionnel, sauf que là ils étaient avec nous. Et Mm. honnêtement, c'est des compétences qui sont vraiment accessibles pour nous, hein, ces compétences-là. C'est pas. Ouais. Bah, c'est non seulement accessible, et puis comme on le disait, c'est nécessaire en fait pour avoir, avoir confiance dans quelqu'un qui va travailler avec nous. Bah,
enfin, je sais pas, même si tu as un prof de piano, un prof de sport ou n'importe quoi, tu as envie d'avoir cette relation où tu l'aimes bien et où ça te fait plaisir d'aller le voir parce que sinon tu vas te dire, bon, bah, je fais mes exercices, mais en fait, ça me fait chier parce que. Et t'as pas du tout ce côté engagement où tu vas te dire, ouais, bah, en fait, j'ai vraiment envie d'arriver au prochain cours et aussi d'avoir fait quelque chose et parce que ça crée une espèce de relation, une certaine notion aussi des fois je sais plus comment on appelle ça en français, où t'as envie de montrer à la personne que t'as fait les choses et que t'as fait l'effort, parce que c'est gratifiant, mais en même temps tu le fais pour toi, mais tu le fais aussi pour les autres, parce qu'il y a toujours cette ambivalence entre les motifs de pourquoi on fait les choses, etc. Donc, comme tu dis, Ouais, ça fait partie de nos compétences. Et après, par contre, effectivement, si on voit que c'est le seul problème et que finalement, c'est pas un problème qui relève de la kinésithérapie, bah de simplement poser la question. Est-ce que vous pensez que, au vu du bien que ça vous fait sur ces sessions-là, est-ce que vous pensez que vous pourriez pas discuter avec un professionnel qualifié? Parce que moi, je suis pas hyper à l'aise avec ça, ou parce que bah, c'est pas vraiment mon rôle et je peux pas faire ça indéfiniment, et après de poser le cadre de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut pas faire, et aussi de notre propre sécurité, de notre propre bien-être émotionnel, etc., quoi. bien sûr, poser les cadres. Ouais, merci pour l'exemple. Tu vois, moi j'ai dit ça, la notion de partenariat, ce que tu décrivais. En fait, c'est plus d'avoir une dynamique au lieu d'avoir une dynamique de. Il y en a un qui reproche un truc à l'autre et du coup l'autre reproche autre chose à l'autre et puis bah, c'est parti. D'avoir cette Mm. dynamique de. Bah, la personne voit les efforts qu'on fait pour elle et ça lui donne envie de faire des efforts par rapport à nous. Et c'est vraiment pour donner de la valeur à cette relation, à ce partenariat. Et pas, parce que tu sais, il peut y avoir la pente. Il peut y avoir la pente de si la personne fait pour nous, elle risque de ne pas s'autonomiser. Tu vois, il Mm. peut y avoir un peu cette histoire-là de si elle a fait que pour nous. Et donc, c'est pas ça l'idée là. C'est pas ça. C'est Exactement. juste. Exactement. C'est une interaction qui est vertueuse. Et, euh, Mm. et à la limite, même, on parlait de soutien tout à l'heure. S'il y a parfois, il y a des étapes où c'est nécessaire pour certaines personnes d'être plus, mettons, dans le passif, dans le fait qu'elles fassent pour nous, etc. Pour qu'elles gagnent suffisamment de confiance et qu'après elles puissent devenir autonomes. Alors que d'emblée, d'essayer de pousser ces gens-là à être autonomes, bah, c'est trop. C'est pas possible. Donc voilà, toutes ces notions-là. Bah écoute, merci, c'est la transition parfaite parce que j'avais un petit point que je voulais illustrer par rapport à cette catégorie-là que je trouve intéressante par rapport à mon expérience. Bon, après, maintenant, ça fait un an que je suis plus en France, donc je sais pas où en sont les débats, mais j'avais souvenir que en France, il y a quand même aussi une espèce de conflit entre les gens qui sont très, très manuels, qui aiment beaucoup le sens du toucher, et d'autres qui vont être beaucoup plus à l'écart de ça et qui disent non, ça apporte rien, etc. Et c'est rigolo parce que ça fait partie d'un des exemples qu'ils donnent dans l'article, dans la création de la communication de la relation. C'est la relation par le toucher. Ouais, Et en fait, je pense que les gens qui sont très attachés au massage, à la thérapie manuelle, à tous les autres trucs, toutes les autres techniques qu'on peut avoir dans notre bagage, qui vont être parfois décriés pour leur manque d'efficacité, ben en fait, a un intérêt du point de vue relationnel, même si c'est pas un intérêt thérapeutique. Et ce relationnel peut permettre derrière du thérapeutique. Et donc, les gens à la fois euh, qui sont très, très, très axés sur une prise en charge active, bah, ils ont aussi intérêt, et même des fois le toucher, ça peut passer pas forcément par des techniques, mais simplement par une prise de contact. Et des fois, juste en fonction de la personne, bien sûr, en fonction de la culture, en fonction de si c'est approprié, si c'est pas approprié, en fonction de comment on l'apporte, etc. Mais des fois, juste d'avoir un contact physique, bah, les gens, ils n'ont pas eu de contact physique pendant un certain temps, et ça peut leur faire un bien fou. Et juste d'avoir une main posée sur l'épaule pendant qu'ils parlent, et ben en fait, derrière, ça peut changer des trucs. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en Angleterre, j'avais discuté avec des psychologues. Et en fait, en Angleterre, les psychologues n'ont pas le droit de toucher les patients. Légalement, ils n'ont pas le droit d'avoir un contact ah physique. oui. Et ils disent, vous avez vraiment de la chance parce que vous, quand vous écoutez vos patients, vous pouvez juste avoir ce contact physique qui débloque plein de trucs, et on le sait, mais juste légalement, nous, on n'a pas le droit de le faire. Ouais. Et du coup, c'est super frustrant parce que eux, ils ont leur travail de psychologie et justement, ils sont là pour écouter, faire de l'écoute active et des trucs comme ça, mais derrière, ils n'ont pas le droit d'avoir juste ce petit juste contact physique pour certains patients, pas pour tous, pas dans tous les cas, etc. On ne fait pas de généralité, mais juste, c'est un élément qui peut parfois faire une petite diff en termes de bah ouais, ça, ça débloque un truc. Ouais, c'est sûr, hein,
il y a clairement, je pense qu'effectivement, il y a plus de recherches dans le domaine de la psychologie sur l'importance du toucher dans le soin, le fait d'aller mieux. Et ce qui peut paraître un peu paradoxal, parce que comme tu dis, ils n'ont pas le droit d'y aller, alors que nous, Mm. en France, on a même le terme massage dans notre titre, etc. Et donc, du coup, c'est un petit peu paradoxal. Il y a vraiment, ouais, encore une fois, moi je le revois ces cours que je regarde en ce moment-là, il y a de la science vraiment solide sur l'importance du toucher, sur le développement des gens, sur le bien-être des gens, etc. Et quand on parle de bien-être, on parle de santé aussi, hein, c'est pas juste bien-être. Mm. Malheureusement, il y a certaines personnes, certaines professions qui se sont appropriées la notion de bien-être et qui ont transformé ça dans un truc un peu. Mm. Alternatif. Ouais, voilà, et c'est un peu dommage. Enfin, bon, après, ça montre à quel point on n'a sans doute pas su s'en emparer, ou utiliser certaines choses. Et tu vois, dans cette histoire de débat, moi je me rappelle il y a plusieurs années pour un congrès, j'avais eu ce débat avec un gars, le actif et passif, etc. Tu vois, mettre les mains, tout ça. Mm. Et moi j'étais plutôt du côté actif parce que dans ma pratique, ça ressemble beaucoup plus à ça. Ouais. Maintenant, ça m'arrive d'utiliser les mains quand je pense que c'est nécessaire ou ça me bloque. Et puis c'est pareil, c'est un chemin. J'ai eu cette vision-là un peu trop dans le côté du spectre. Et maintenant, je me suis un peu recentré. Et après, chacun va se trouver à différents endroits. Et tu vois, c'est Mm. là où, si tu prends, c'est ce que je me disais tout à l'heure, avec la notion de patient partenaire, bah là, si on prend le toucher, une personne qui va être dans la défense de il faut qu'on fasse du passif parce que elle a investi du temps, de l'argent dans des formations, elle a accompagné des patients avec beaucoup de ces techniques-là. En fait, ça va lui faire du bien de trouver une justification à tout ce qu'elle a investi. Et ça, c'est humain. Et, Mm. et ça, c'est ok, mais juste le piège, c'est pas d'aller dans le sens de ah ben vous voyez, ils le disent, et puis du coup, de voir que ça, et de voir le défendre, Ouais. le défendre et comment dire, et pour le défendre, se retrouver à critiquer des approches actives. Et en fait, voilà, c'est vraiment ça le piège, toutes ces histoires Ouais. de dualisme. Et comme tu dis, la pratique réflexive permet de se situer. Quelle est ma pratique actuelle? Est-ce que c'est des techniques que j'utilise beaucoup, pas beaucoup? Pourquoi est-ce que je suis en confiance avec ces techniques et pas avec d'autres? Du coup, ça me permet d'explorer ce avec le quoi je suis moins à l'aise pour essayer de me développer dans les domaines dans lesquels je suis pas très bon. Ouais. Et d'un autre côté, d'utiliser, de valoriser l'expertise que j'ai pu acquérir dans certains autres domaines. Et justement, la pratique réflexive, elle permet ça, comme tu dis, si on se rend compte qu'on est à une extrémité du spectre, qu'est-ce que je peux faire pour me recentrer un petit peu et l'utiliser à bon escient et pas l'utiliser pour, comme tu dis, justifier mon investissement personnel, mes croyances, Et c'est dur, hein. donc Et c'est dur, ça, hein. c'est beaucoup. C'est dur, Hum. c'est dur, c'est normal. Et tu vois, même dans l'histoire de. On peut aussi être plus facilement en paix avec des choix. Moi, je me rappelle, tu vois, j'avais pas pensé à ça depuis très très longtemps, mais dans ma formation initiale, il y a une de mes collègues étudiantes, elle a arrêté la première année de ses études de kiné. Elle avait Ouais. passé 2 ans à faire le concours de médecine, à rentrer, elle avait galéré comme tout le monde, elle était arrivée. Et la première année, elle a laissé tomber parce que pour elle, toucher les gens, c'était pas possible. Elle y arrivait pas en fait, c'était trop pour elle. Et, ben, et quelque part, à cette époque-là, il fallait absolument toucher, etc. Et ben, quelque part, moi je me dis aujourd'hui, euh, on peut aussi arriver à cette décision-là, être en paix avec, et par contre, arriver à reconnaître que parfois, il y a des patients qui ont vraiment besoin de ça, et du coup, Hum. ben, avoir des parcours de soins, des collègues, des je sais pas quoi, pour pouvoir réorienter, en fait, et pas se dire, Hum. le collègue, s'il peut l'aider, c'est pas qu'il est meilleur que moi, c'est juste qu'il il a des choses complémentaires, différentes, et que ça convient mieux à cette personne-là. Et voilà, Ouais. tout ça, d'être vraiment plus en paix avec ça. Ouais, et c'est là où, en fait, un des gros problèmes, c'est le fait de pointer du doigt, c'est le fait de stigmatiser, c'est de dire, ouais, toi tu fais ça, et il faut pas faire ça. Et du coup, forcément, quand on fait ça aux gens, les gens, ils Ouais. justifient. Et après, du coup, bah, plus ils justifient, plus ils renforcent leur position. Et plus Hum. alors, au final, c'est la personne qui critique qui va fermer la vision des choses de l'autre, à la limite, si on va par là. Donc, Ouais. voilà, toute cette ouverture, c'est tellement plus confortable, franchement, Ouais. se battre dans. Bah, ça me permet de faire un petit lien avec un concept, ça va être très, très bref comme parenthèse, mais sur la notion de recoupement des capacités, des compétences.
En France, on est très silo. Donc justement, et c'est ça aussi, comme on dit, y compris dans les catégories, y compris dans les trucs, on apprend les choses par silo. Et de plus en plus, il y a de la recherche qui montre que dans l'apprentissage, en termes d'encadrement des étudiants, en termes de formation initiale, formation continue, formation à la réflexivité, etc., le mieux, c'est quand les compétences se overlappent. Je sais plus comment on Se dit, chevauche, on va dire, ouais. se Se chevauchent, ouais. recoupe, ouais. Et en Angleterre, il y a beaucoup plus ça parce que bah, on le voit justement, par exemple, ne serait-ce que dans le cadre légal de la formation. C'est-à-dire que les kinésithérapeutes peuvent évoluer pour devenir pratique avancée, praticien de première intention, etc. Et donc vont avoir accès à certains actes médicaux, vont avoir accès à certains actes de prescription d'imagerie, vont avoir accès à certains actes de d'injection, par exemple, ou de trucs comme ça. Et donc, en fait, ça fait qu'il y a du chevauchement entre les professions. Mais du coup, ça crée plus de communication, en fait. Il n'y a pas cette notion de ah, vous nous piquez notre travail. Il y a Ouais. vraiment cette notion de ah, bah, c'est cool, parce que du coup, quand tu m'expliques ce qui va pas et que tu m'envoies un patient, bah, je comprends ce que tu dis, et on parle le même langage, et on a fait les mêmes choses, et en fait, on travaille ensemble. Et ça, c'est vachement intéressant dans la multidisciplinarité dont on va parler dans le quatrième point. Clairement, clairement. Vas-y, je te laisse avancer. Donc après, il y a un autre point qui est intéressant dont on va parler brièvement parce que celui-là, du coup, il est un petit peu plus difficile à, à imaginer de façon concrète, c'est toute la notion de sens. Et donc ça, on parle légèrement plus dans le côté sociologie et philosophie, mais l'intérêt d'avoir du sens et de l'espoir dans la rééducation, c'est-à-dire que une rééducation, elle doit être basée sur qu'est-ce qui est important pour la personne. Et donc, ça va rejoindre tout ce que. Je pense que Camille, elle en parle dans certains de ses articles de blog sur l'agence BP, il me semble, sur la notion d'identité sociale. C'est un truc sur lequel elle a beaucoup travaillé, avec, par exemple, comment est-ce que je me définis. Donc, si je me définis en tant que kinésithérapeute, en tant que copain de un tel ou tel, en tant que fils de mes parents, en tant que frère de mes frères et sœurs, en tant que pianiste, en tant que sportif, en tant que etc., etc. En fait, tous ces labels-là, c'est des identités sociales. Et donc, bah, la pathologie peut avoir un impact sur mon identité. Donc, si je me pète un doigt, bah, d'un coup, je suis en arrêt de travail, je peux pas faire de piano et je peux pas faire d'escalade. Bon, bah, du coup, ça atteint mon identité parce que du coup, c'est quelque chose que je vais vivre comme quelque chose d'assez grave. Alors que je me pète un orteil, bon, bah, je peux continuer de faire plein de trucs en fait. Mm. Et donc, ça n'a pas le même impact. Donc, c'est intéressant de se poser la question enfin, d'avoir une communication justement, une relation et tous ces trucs dont on a parlé avant qui vont nous permettre d'accéder à cette notion-là chez le patient. Parce que si on comprend un peu mieux qui cette personne est et comment est-ce que bah, une fracture de doigt, ça va, c'est pas la mort, t'as pas un cancer non plus. Et ben en fait, ça peut avoir un impact bien pire pour sa perception de qui elle est, parce qu'en fait, si je m'identifie que en tant que ça, parce que c'est mon job, c'est mon hobby, c'est la raison pour laquelle je suis dans la relation dans laquelle je suis, parce que je suis que le grand pianiste, machin truc, bah tu te pètes un doigt, tu fais plus rien, quoi. Mm. Et du coup, ça affecte toutes les composantes de ta vie et ça peut vraiment ruiner ton existence. C'est sûr. Donc, donc avoir le sens de la rééducation et cette notion d'identité sociale, c'est important, quoi. Et ça peut vraiment aussi permettre d'être en lien avec des choses dont on a parlé plus facilement dans l'empathie, en fait, comprendre l'impact que ça a sur la vie de la personne. Parce que Mm. du coup, tant qu'on n'a pas compris le rôle social que ça enlève, et si on n'a pas de rôle, enfin, effectivement, on n'a pas trop de sens. Enfin, c'est pas surprenant du coup que les gens ça puisse les mettre dans des états dépressifs, etc. Enfin, au moins affecter leur Mm. morale plus ou moins. Et tu vois, le truc un peu terre à terre, moi, auquel je pourrais te relier aussi, c'est dans, dans la formation que je donne là tout seul, là, euh, parfois en formation initiale, parfois en formation continue là, sur comment monter l'observance, comment motiver ses patients à faire leurs exercices. Bon, décidément, on fait de la promo aujourd'hui, mais c'est pas grave. Euh, Vas-y, il vas-y. y a, en fait, il y a cet exemple parfois où je fais travailler les apprenants sur des thèmes qui sortent de la littérature, où on a montré que quand on les utilise, quand on prescrit des exercices, ça augmente l'observance. Ok. Et un des thèmes, c'est euh, de faire un lien entre les objectifs du patient et l'exercice qu'on propose. Et en fait, le truc, c'est souvent, bah, quand je demande, je fais un jeu de rôle, enfin, je fais un truc et je demande aux apprenants qu'on se fasse des dialogues, et souvent, ça passe un peu à côté. Et la raison pour laquelle ça passe un peu à côté, c'est que il y a des choses qui sont tellement logiques dans notre tête qu'on ne pense pas à l'éclaircir, à le rendre explicite chez les patients en fait. On va pas, tu vois,
de dire à un patient, bah oui, de faire cet exercice-là, bah, en fait, de lui faire prendre le recul de cet exercice-là, regardez le mouvement que ça vous fait faire, et regardez le mouvement que vous n'arrivez pas à faire pour faire cette activité, ce rôle-là. En fait, Mm. faites le lien à ça, les aider à comprendre que de faire cet exercice-là, ça va leur permettre de faire le mouvement, l'activité, la fonction qui leur manque, et du coup, cette fonction qui va remplir le rôle social qui leur fait défaut. Donc, de faire des liens, et souvent, c'est ce mot explicite qui manque. En fait, Ouais. c'est tellement évident pour nous, on l'a tellement vu, et ça c'est ok, c'est humain aussi, mais d'avoir à l'esprit de... C'est pas forcément évident pour l'autre en fait. Parce que parfois, il va pas comprendre le lien, et du coup, on va se dire, mais comment ça se pourquoi il fait pas ça? Enfin, il me dit qu'il peut pas faire, il peut pas remplir ce rôle social, je lui donne un truc qui est pile poil dans le thème, il le fait pas. Bah peut-être que Mm. lui, il a pas fait le lien en fait, c'est pas son métier. Ouais, exactement. Il y a une vidéo là-dessus de la NHS qui est énorme, qui me fait pleurer à chaque fois. C'est hyper marrant, c'est hyper touchant. C'est une vidéo très promo NHS avec les violons et tout. Mais c'est un petit papy qui a mal au dos, ou, qui galère à faire quelque chose et qui envoie bouler les soignants parce que personne ne le comprend justement. Et au fur et à mesure de la vidéo, tu le vois qu'il progresse et puis tu vois qu'il commence à faire des dumbbells overhead. Donc là, il prend son gros dumbbell dans son jardin et tous les matins, il fait, et tu vois le temps qui passe, et il fait ça toutes les semaines, tu as ses voisins qui le regardent en mode, c'est un vieux, pourquoi est-ce qu'il fait des dumbbells overhead? Enfin, il est malade, il va se casser en deux, tout ce que tu veux. Et à la fin de la vidéo, tu vois le papy qui soulève sa petite fille pour qu'elle mette l'étoile sur l'arbre de Noël. Et là, bien sûr, tout le monde est... tu finis à te dire, bah oui, en fait, ça fait sens. Ouais, Mais du coup, comme l'exercice avait du sens pour lui, bah, c'est pour ça qu'il a été clairement. vachement dédié, Assidu, et qui s'est bougé, et qu'il a fait le truc au fil du temps, parce que l'important pour lui, c'est d'être un bon grand-père pour Noël. c'est Et ça, donc, c'était ce qui donnait du sens à sa vie, et qui l'a sorti de sa dépression, et qui lui a permis de bouger, de faire de l'actif et tout et tout. c'est ça. Donc Ça, c'était une belle super image, je BG. trouve. C'était Ouais. vraiment un truc où je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que ça joue sur le côté un peu émotionnel et tout, mais du coup, c'est une bonne façon de faire passer le message, je trouve. Bah oui, ça parle à tout le monde, bien sûr. Donc ouais, avoir un truc qui va être au-delà du déficit, ce qu'ils appellent du déficit, donc ce que nous on va identifier à déficit de flexion, d'extension, problème de ci, problème de ça, d'essayer de voir un petit peu la personne plus dans son narratif, dans la façon dont elle se décrit, dans la façon dont elle se perçoit, dans sa vie, dans son, dans son être, j'ai envie de dire. Ouais. Bah oui. Donc c'est des trucs qui sont assez intéressants, et après bah voilà, ils vont me donner plein d'exemples sur jouer sur les forces, les capacités, etc., plutôt que de montrer ce qui va pas. Et le dernier point de la diète sur lequel on peut bouger, c'est un aspect du coup qui va pas mal résonner avec tout ce qu'on a dit avant, c'est justement la collaboration et le fait de travailler ensemble. Donc tout ce qui va être partenariat, etc. Et donc ça, c'est le dernier point avec la prise de décision partagée et l'aspect autonomie et empowerment. Je crois pas qu'il y ait une vraie traduction qui soit faite, et beaucoup en français on utilise le même mot. Ouais. Donc cette notion un peu de, de responsabilisation, d'être autonome, d'être indépendant. Et ce qui est important, ce que j'aime beaucoup dans cet article, c'est que souvent quand il parle d'empowerment et de tous ces trucs, il précise dans la mesure de ce que le patient veut. Ouais. Parce qu'il y a enfin, il y a un piège souvent qui est, bah, nous, on veut faire de l'autonomisation, on veut que notre patient il aille bien en quelques sessions, et qu'après, on le renvoie à la maison et on se dise, je suis le meilleur kiné. Mais en fait, il y a des patients qui juste n'ont pas envie de prendre une décision parce qu'ils ont peur. Donc, je pense notamment, c'est beaucoup le cas en oncologie, avec des patients qu'on leur propose, bah, vous voulez la chimio, vous voulez l'opération, c'est ce qui va se passer, vous avez un tel chance de survie à tel an, la qualité de vie c'est X, Y, etc. Mais ils sont là, mais j'en sais rien en fait, j'ai pas envie de prendre cette décision, vous venez de m'annoncer que je vais mourir, ou potentiellement que ma vie elle va complètement changer, bah, juste vous faites la décision. Et c'est ok aussi une fois qu'on a bien sûr donné toutes les explications, qu'on a pris le temps, qu'on a laissé le temps aussi de faire le temps, parce qu'il faut que les gens soient dans la position où ils vont avoir la capacité émotionnelle de prendre cette décision, etc. Donc c'est pas au jour 1, le jour où ils sont en détresse, où ils vont pas bien, etc. Il faut aussi laisser du temps, permettre la décision de mûrir, etc. Mais si les gens, après avoir eu les informations, avoir eu le temps de réfléchir à la décision, de s'être posé, etc., disent bah, ouais, j'ai bien conscience de tout ça, mais je sais pas, et j'ai pas envie de prendre cette décision parce que ce serait trop impactant pour moi de savoir que c'est de ma faute si X ou Y. Bah, c'est ok
de prendre la décision pour eux ou de leur dire, bah, moi, ce que je recommande, c'est ça, la base de ces raisons-là, c'est votre choix de suivre mon avis, mais c'est pas le meilleur avis. C'est l'avis qui, moi, me parle. Ouais, souvent c'est un truc qui est pas bien compris, ça, dans la prise de décision partagée, en fait, euh, si le patient il veut que ce soit nous qui choisissions, c'est un choix de sa part. Et par contre, il faut lui Mm, laisser ce choix, en fait. Faut pas partir de ce principe-là, a priori. De partir du principe que, exactement. bah, de toute façon, les patients, ils ont pas envie de choisir, parce que ça, j'ai entendu pas mal de fois. Les patients, ils aiment pas choisir, ils ont pas envie de, ok, vérifie. Laisse-lui le temps, le contexte, enfin, fais ce que tu peux, et puis après, oui, si vraiment eh ben, il préfère suivre tes recommandations, bah, il fait ce choix-là, mais vraiment de vérifier ça. Et clairement, il y a des situations où c'est le cas. Mm. Et c'est pas, tu vois, encore une fois, c'est bien, c'est mal, là, dans le noir, c'est pas une situation qui remet en cause la présélection partagée, non, ça en fait partie. Ça en fait partie. Exactement. Ouais. Exactement. Et un des éléments que je trouve super intéressant aussi dans cet article, dans la façon dont il formule, c'est qu'ils disent que c'est quelque chose que tu revisites constamment. C'est-à-dire que c'est pas, il a pris la décision à J1, que c'est moi qui décide, donc je décide pour tout le reste de la réduc. Hmm. En fait, c'est il a pris la décision que pour la première séance, c'est moi qui décide, mais peut-être qu'au fur et à mesure de quelques, je sais pas, une séance, deux séances, ou qu'il a eu le temps de réfléchir entre les séances, et il arrive la fois suivante et il dit, ah ouais, mais du coup, j'ai vachement compris ça, etc. Et du coup, peut-être que maintenant, il est capable de prendre une décision. Et peut-être que maintenant, il a envie de s'engager un peu plus. Et justement, peut-être que la session lui a permis d'avoir la confiance en nous et la confiance en lui, qui vont lui permettre de prendre une décision. Donc, c'est quelque chose qui doit être constamment réinvestigué, revisité et qui est évolutif. Et ça, c'est exactement la notion de soutien de l'autonomie en EM, où d'abord, voilà, d'abord on s'appuie sur la personne, et si c'est pas suffisant, ben, en gros, on va s'appuyer sur ce qu'elle sait, ce qu'elle a, etc. Si c'est pas suffisant, on va essayer de la faire réfléchir pour voir si elle peut pas trouver des trucs, d'autres trucs. Et si c'est pas suffisant, on va lui apporter, que ce soit des infos, des aides, etc. Et parfois, ben, il y a des personnes, alors si elle peut faire par elle-même, ça va forcément l'autonomiser, lui donner confiance, renforcer son sentiment d'efficacité personnelle. Mais si elle l'a pas, eh ben, il faut l'aider. Et du coup, c'est à rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, parfois c'est d'aider avec du passif, et de voir si est-ce qu'en faisant ça, et parfois non, mais si c'est le cas, en tout cas c'est une voie qui peut permettre au fur et à mesure que la personne se prenne en main, gagne en confiance suffisamment pour faire ses choix avec plus d'assurance, plus de... Ouais, parce que c'est vrai Et, que... C'est vrai que dans la prise de décision partagée, le fait de partager la responsabilité, c'est un peu confortable pour nous les soignants. Parce que si ça échoue, ben, c'est pas que de notre faute. Et alors, du mm, coup, parfois, ben, ok, non, le patient, il aura du mal à le faire. Donc là, on va prendre la responsabilité. Donc, ben, on s'expose un peu plus. Et puis parfois, ben non, c'est le patient qui va choisir, parce qu'ils sont capables, etc. Et du coup, là, notre responsabilité diminue et c'est un peu plus confortable. Et voilà, et ça va être de jouer avec chaque personne et de faire évoluer, comme tu dis, au fil de l'accompagnement de la personne. ouais. C'est exactement ce qu'ils disent dans l'article sur la notion de pouvoir, c'est-à-dire que Ouais. tu partages la responsabilité, mais tu partages aussi les conséquences, donc tu as le bénéfice et le risque. Donc plus ton patient est autonome, moins tu as de chocolat à Noël, mais d'un autre côté, il a été capable de se débrouiller, etc. Et d'un autre côté, si tu prends toutes les décisions à sa place, le jour où ça foire, c'est aussi de ta faute. Et donc c'est pour ça que c'est partagé en fait, c'est parce que c'est quelque chose que, si justement avec un patient qui va demander quelque chose que toi tu peux pas fournir et qui dit moi je veux venir jusqu'à la fin de ma vie une fois par semaine pour avoir un massage, tu peux simplement lui expliquer en fait moi c'est quelque chose que je peux pas c'est pas une demande à laquelle je peux répondre. Et ce que je peux proposer, c'est effectivement, si vous pensez que le passif c'est quelque chose qui est super utile pour vous, peut-être qu'on peut essayer de faire une séance ensemble, voir ce que ça donne, et si ça vous permet de faire ça ou ça. Et c'est comme ça que, enfin, ma limite, elle va être ici, parce que je peux pas proposer plus, parce que, je sais pas, le cadre légal ici en France, pour la lombalgie, ça va être une dizaine de sessions. En Angleterre, on a 3 sessions, toutes pathologies confondues, donc débrouille-toi avec 3 sessions. Euh, donc en fait, on peut jouer aussi avec simplement le fait que moi, je suis pas à l'aise avec faire ça, comme on disait tout à l'heure. Je peux pas vous faire une séance de psychologie une fois par semaine parce que c'est juste pas ma responsabilité, c'est pas mon cadre professionnel, où je suis pas compétent, Mm. où je suis pas confortable. Mais par contre, référer, comme tu disais, vers des personnes qui peuvent. Ah, mais si vous pensez que le passif, ça va super bien vous aider, en fait, c'est trop bien. Regardez, il y a un cabinet de massage juste à côté. Et en fait, c'est top parce que du coup, si vous faites ça, du coup, ça vous permet d'avoir moins de douleur. Et du coup, on va pouvoir travailler ensemble.
Et peut-être qu'en fait, bah, plutôt que de se braquer, de dire ah bah non, moi je veux pas faire ça, bah, de dire ah mais en fait si c'est quelque chose que vous pensez qui est possible, c'est juste pas quelque chose que moi je peux vous offrir. Donc aller voir un psychologue, aller voir un diététicien, aller voir un médecin généraliste, aller voir peu importe à qui on réfère. Et puis moi ce que je peux vous proposer, c'est qu'on essaye de travailler dans ce contexte-là et qu'est-ce que vous pensez qui peut être intéressant pardon, pour le micro. Mm. C'est sûr. C'est très rigolo que tu mentionnes l'histoire des chocolats. En fait, au début de ma carrière en libéral, on était que sur du massage et du chaud. Et en fait, le cabinet était collé à une boulangerie. Alors, on passait nos journées à avoir des viennoiseries, des machins, on n'arrivait même pas à les consommer. Dès qu'on avait des ados, on leur fourguait. Enfin, c'était incroyable. Et à Noël, on avait la pile de chocolat qui s'amoncelait au-dessus du frigo. Là, je me rappelle, c'était. Et au moment de Noël, il fallait qu'on se les répartisse, etc. Et c'est vrai que depuis que au fur et à mesure, j'ai adopté une approche différente, les cadeaux sont devenus beaucoup beaucoup plus rares. Et du coup, je m'étais dit qu'il fallait pas trop en parler parce que ça pouvait entraîner la réticence chez certains à faire évoluer leur pratique dans ce sens-là. Mais finalement, c'est vrai que. Ouais, ouais, non, c'est rigolo que tu parles de ça. C'est Bah, c'est une rigolo. histoire de responsabilité, Oui, c'est ça, quand tu fais les choses pour toi-même, bah c'est envers toi-même que tu t'offres des chocolats, donc c'est ça. c'est sûr. Mais après, il y a aussi plein de personnes, pour rassurer nos auditeurs, qui Oui, reconnaissent l'input qu'on va avoir dans leur autonomisation et qui peuvent toujours bien sûr. trouver ça très aidant. Ouais. Et c'est pas parce qu'on les aide à trouver des réponses qu'on les a pas aidés. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est vrai que parfois ça se concrétise moins, de façon moins évidente comme ça. Et bah, c'est des dynamiques différentes. Mais ça arrive quand même encore, heureusement. Ouais. Donc ça clôture un peu les 5 aspects de tout l'aspect où on va juste être nous avec notre patient. Et ce qui est intéressant, c'est que même si du coup dans cet article ils parlent que de la rééducation centrée sur la personne, ils font un zoom out et ils ont ce qu'ils appellent le micro et le macro niveau. Et du coup là, ça va dans des trucs où ça parlera peut-être un tout petit peu moins. Le premier, si, le macro peut-être un peu moins au kiné en France, mais l'idée c'est quand même d'essayer de prendre les idées qui vont être intéressantes pour nos auditeurs pour voir dans quelle mesure est-ce que ça peut les aider d'un point de vue un peu plus global. Donc le micro, il parle d'inclure les proches, donc du fait qu'on a cette relation avec la personne, mais que dans plein de situations de soins, on est aussi en travail avec les proches, la famille, etc., etc. Et donc c'est des éléments qui sont à prendre en compte. Il rappelle quand même les points de vue un petit peu médico-légaux sur le fait que la décision du patient, elle prime toujours par rapport à la décision de la famille. Donc ça, je pense plus dans des services de soins intensifs, des trucs comme ça. Est-ce que si le patient il désire, enfin après tous les débats sur la fin de vie, etc. Enfin c'est très compliqué, beaucoup d'éléments, mais l'idée c'est que la personne prend ses décisions par elle-même. Mais il faut penser aussi à inclure les proches. En Angleterre, c'est un truc, moi ça m'avait sur une de mes supervisions. C'est une des seules fois où j'ai perdu un patient. Donc ça fait un an que je travaille ici. Il y a un patient qui s'est plaint et qui avait dit. Et en fait, c'est parce qu'il était venu avec. C'était un jeune qui est venu avec son père. Et j'avais fait la consultation en me disant, bah, c'est vachement important d'inclure le jeune pour pas qu'il se sente laissé. Mais du coup, j'avais exclu le père. Hmm. Et du coup, j'avais pas assez dialogué avec le père. Et en fait, c'est le père qui avait perdu confiance en moi parce que du coup, je l'avais pas inclus dans le triangle. Et du coup, bah, ce que ça m'a appris, cette expérience-là, c'était que effectivement, quand tu as un patient qui vient avec un membre de la famille, avec un soignant, avec un accompagnant, avec quelqu'un, c'est d'essayer d'inclure, parce que s'ils sont venus avec, c'est pas pour rien, c'est parce que ça fait partie de leur vie, ça fait partie de leur cercle, etc. Et donc cette expérience, bah, du coup, j'avais fait un essai réflexif dessus pour mon superviseur, et j'avais réalisé que bah, justement l'importance de cette notion et que quand tu as un jeune qui vient avec les parents, il faut réussir à communiquer de façon égale avec tout le monde, mais avec différents niveaux de langage pour que tout le monde fonctionne. Essayer d'avoir même chose si c'est un couple et qu'ils viennent à deux et qu'il y en a un qui soutient l'autre et qui l'aide dans ses tâches. On a beaucoup de personnes âgées en Angleterre, donc il y a beaucoup de dépendance aussi. Ouais. Donc des gens qui vont compter sur leur conjoint pour les déplacements, pour la nourriture, pour l'habillage, etc., etc. Donc il faut penser un petit peu à inclure les proches dans la relation et que c'est pas juste du un. Ouais, c'est sûr. Alors ça, c'est d'autant plus facile quand le proche il vient. Mais Mm. après, ça n'empêche pas d'évoquer. Quand on parle avec les patients, tu vois, tu parlais de s'appuyer sur ses capacités, ses ressources. On peut évoquer avec lui Mm. bah, les personnes qui peuvent l'aider, l'accompagner, etc. Et Tout à fait. ça déjà, c'est un petit niveau, mais c'est déjà ça. Et puis après, bah, éventuellement, s'il y a des questionnements, je sais pas moi, un patient il dit bah oui tiens,
ma compagne peut m'aider, et puis il revient, et ils ont une problématique qu'ils n'ont pas résolue, on peut très bien proposer à la compagne de venir en séance et de voir avec. Enfin, je suis sûr, il y a plein d'auditeurs qui font ça. J'en Mm. sais rien, moi. Une personne qui chute, d'avoir la compagne qui vient, et puis de voir avec elle comment elle peut l'aider à relever son mari en galérant moins. Enfin, voilà, ou des Ouais, situations à domicile, à mon avis, il y a plein de. Tu vois, là, dans ce que tu dis, je pense que, encore une fois, c'est des thèmes. Donc, à mon avis, ils peuvent inspirer même les praticiens en France, même si au départ, c'est bien ouais, orienté sur la pratique en Grande-Bretagne, là. Et même après, au macro niveau, on va y venir, mais c'est un peu différent. L'analyse des thèmes va être un peu différente parce que le système de santé n'est pas le même. Le ouais. cadre de soins, etc., est un peu différent si on bosse en libéral, mais ça peut quand même faire réfléchir et amener des pistes intéressantes, ouais. Exactement. Donc ouais, l'inclusion des proches, bah, on peut même faire un petit bridge, un pont avec ce qu'on a dit sur le côté, par exemple, je sais pas, les gens qui veulent beaucoup de passifs, là se dire, bah, si vous pensez que le passif c'est top pour vous, est-ce que vous avez quelqu'un qui... et en fait, on peut former la personne à faire un PA, à faire une mob de coude, à faire n'importe quoi, si la personne, elle pense que c'est vraiment, enfin, si elle est convaincue et qu'on a beau expliquer tous les trucs qu'on veut, qu'elle veut vraiment du passif, etc., bah, en fait, pourquoi pas inclure quelqu'un avec qui cette personne est en confiance pour continuer les trucs à la maison. Parce qu'on sait que de toute façon, toutes les modalités passives, elles sont assez courtes en durée d'efficacité. Donc si c'est quelque chose que la personne souhaite avoir de façon répétée, ben en fait, ouais, ben, pourquoi pas former quelqu'un dans le... Ben voilà, vous pouvez faire ça, vous pouvez le faire de cette façon, expliquer comment monsieur ou madame peut contribuer à aider dans le parcours. Donc inclure les proches, c'est un truc qui est important. Ça, tu vois, ça c'est un bon Le exemple, deuxième, excuse-moi, parce que ça c'est un bon exemple du ouais, partage des pouvoirs. Souvent on parle de partage de pouvoir, mais je trouve que c'est dur à illustrer. Et là je pense que c'est un bon exemple de partage de pouvoir, parce que là en fait c'est une sorte de compétence qu'on a tendance à garder pour nous. Alors que là si on la transfère, ben, ça peut être vachement confortable pour certains, parce qu'ils ont l'impression que ça y est, ils ont plus un pouvoir supplémentaire. Donc ouais, juste, ouais, ça peut juste casser rapidement. cette dépendance au thérapeute qui nous fait peur en fait. Hmm. Parce que nous, ce qui nous inquiète, c'est de ne pas pouvoir voir d'autres patients et avoir un agenda qui est plein avec juste des personnes qui reviennent tout le temps, etc. Ben, en fait, à partir du moment où on délègue cette compétence, ben, on a aussi la possibilité après de finalement avoir une de nos frayeurs à nous qui nous empêche de faire du passif, qui est finalement levé, et on se dit, bah voilà, en fait, moi je vais juste faire une session où je vais faire un petit peu de passif, et puis pourquoi pas expliquer à monsieur, madame comment on fait. Et comme ça, le patient, il est content, moi je suis content, et tout le monde est content. Ça marche. Donc inclure les proches, c'est le premier truc. Le deuxième truc auquel on peut penser, si on pense un petit peu plus large, c'est multidisciplinaire. Donc ça, c'est quelque chose aussi des fois qui est un petit peu difficile en France en libéral quand on travaille tout seul et qui parle un petit peu plus peut-être à ces auteurs internationaux de différents endroits parce que bah, selon les systèmes de soins dans lesquels ils sont, peut-être que c'est plus comme ça de base. Mais penser à je pense que c'est quelque chose que toi tu essayes de faire beaucoup justement et que ça commence à bourgeonner en France avec les maisons de santé, les différentes CPTS, etc. D'avoir plus de contact avec le médecin, de faire des lettres, même si c'est du temps, de l'argent, etc. Donc il y a toujours les barrières, mais on a dit ça, on n'en parlera pas trop. Mais c'est des choses qui sont importantes en fait et des fois prendre juste 2-3 minutes à écrire une lettre pour un collègue, bah, ça peut faire une expérience de soins qui va être très différente pour la personne, parce qu'elle se dit ah, bah, j'ai pas réexpliqué tout en fait au médecin, parce qu'il a déjà le courrier avec les informations dont le médecin il a besoin avec les termes médicaux, les machins, les trucs. Et du coup, bah, après, ça simplifie vachement le travail pour le patient. Et le patient, il se sent accompagné. Il se sent pas lâché dans le système. Et ça, c'est un truc important. Ah oui, oui, ça, bah, enfin moi ça je l'expérimente très souvent, hein. Le fait de bosser dans un cabinet des médecins, d'avoir une patiente il y a quelques temps qui arrive avec une fitaine énorme sur la main. Elle venait pas et je lui dis mais c'est quoi? Oh, elle me dit oh c'est rien, c'est juste un dermato, il m'a fait ça il y a 2 3 jours. Et vous pensez que c'est normal? Je lui dis bah je suis pas bien sûr. Et donc je vais toquer à la porte, je trouve un médecin, elle lui a fait un soin et puis c'était réglé. Je sais pas si ça s'était infecté ou quoi, je sais pas où ça aurait pu tourner quoi, mais Mm. là c'était réglé. Le fait de les arrêts de travail, les patients que je suis qui sont en arrêt de travail, en général quand ils ont leur rendez-vous de renouvellement, enfin de questionnement de renouvellement d'arrêt de travail avec leur médecin, en fait ce rendez-vous là il est mis
une heure après la séance, la prochaine séance avec moi, enfin on s'organise, et du coup bah moi je fais Mm. la séance, je croise le médecin, on a un mot pendant 2 minutes, et puis après ils enquillent, et tout ça, ça facilite tellement de trucs, ça fluidifie tellement, la personne Ouais. n'a pas besoin de prendre différents rendez-vous, d'attendre je sais pas combien de temps. L'autre jour j'ai une patiente qui avait un questionnement sur sa prise médicamenteuse, où en fait elle avait de la morphine, et du coup elle avait plus de symptômes. Et moi, j'arrivais pas à l'évaluer. Et du coup, bah, j'ai passé un peu de temps au téléphone avec le médecin et il m'a guidé pour lui donner des conseils pour savoir comment ajuster sa médication pour la prochaine fois. Et voilà, ça nous a Mhm. permis de débloquer le truc, d'y voir plus clair et puis d'avancer. Donc, ouais, bref, on a juste des petits Ouais. exemples, mais Bah, c'est pas mal. Et il y a un truc moi que j'ai découvert parce que forcément je suis arrivé dans un système de santé que je connaissais pas du tout et dans une pratique qui est très différente parce que c'est une pratique hospitalière. Donc oui. c'est comme en libéral, hein, c'est toujours des patients qui viennent, qui ont leur séance et qui repartent. Mais il y a un aspect très différent parce que du coup on travaille tous ensemble déjà. Et puis après, du coup, on a accès à beaucoup plus de liens avec les différents autres intervenants. Et au début, je me disais, bah, je peux pas faire un courrier, enfin, j'ai pas le temps. Hmm. Et en fait, j'ai réalisé qu'ici, j'ai pas plus le temps. Donc, c'est pas une histoire finalement de temps, c'est juste qu'en fait, on va prioriser les choses un peu différemment. Et en fait, si un professionnel, un kiné, donc qui travaille tout seul dans son cabinet en libéral en France, se dit, bah, en fait, là, il y a une plus-value à avoir un courrier pour le médecin parce que mon patient, il vient me voir moi, mais il a un questionnement vis-à-vis de X ou Y et que je suis pas la bonne personne où il a un questionnement où il va voir son médecin et il a envie de lui parler de ce même problème et que, bah, en fait, on peut tout à fait prendre 5 minutes à la fin de la session avec le patient et dire, bon, on va terminer la session un petit peu plus tôt. Comme ça, moi, je vais rédiger le courrier pour votre médecin et juste se mettre d'accord sur le fait que ça fait partie de la consultation. Et en fait, les patients, des fois, ils sont très contents de se dire, ah, du coup, vous allez prendre le temps, là, 5 minutes pour écrire une lettre que vous allez me donner, que je peux redonner au médecin, ou vous allez m'envoyer par mail ou par messagerie sécurisée, ou vous allez envoyer directement au médecin, ou peu importe. Et en fait, souvent, les gens, ils sont très contents de voir qu'on collabore et qu'on travaille Tu avec les m'étonnes. autres professionnels. Tu m'étonnes en Donc, termes d'effet. pour se dire, je vais faire que 20 minutes de session, mais du coup, à côté de ça, je vais prendre 5 minutes pour écrire une lettre, Ouais. bah, souvent, les gens, ils sont OK. Ouais, non, en termes d'effet contextuel, c'est fort pour les patients, ça. Mm. Ouais. Donc il y a possibilité, même si c'est pas forcément pour l'instant très ancré dans la culture de soins en pratique libérale. C'est un truc, je pense que bah, nos auditeurs, posez-vous la question, est-ce qu'il y a moyen de trouver des petits trucs comme ça pour essayer de le faire, même si pas tout le temps, parce que tout le temps ça sert à rien, mais quand c'est nécessaire, quand c'est pertinent, etc., Ouais. bah, il y a toujours possibilité de. Ouais, quand il y a besoin, ouais. Et c'est de la même manière qu'on fait avec un patient. L'idée, c'est pas de se faire notre idée, d'essayer. Il essaie de dialoguer avec la personne, voir ce qui marche. Moi, les comptes rendus, je me prenais à peu près jamais de notes dans ma pratique. Enfin, c'était une catastrophe. Mais bon, je m'en sortais, alors ça allait. Et là, je me suis mis d'accord avec les patients, les médecins, quoi mettre dans le dossier médical et qui est partagé. Et en fait, Mhm. j'ai vu avec eux des infos qui sont utiles pour eux, en fait. Et je fais pas un bilan kiné, alors, je me mets des infos un peu à moi pour me rappeler, mais c'est surtout des infos qui sont utiles pour eux. Et je sais Ouais. pas si je bossais avec d'autres médecins, si j'aurais mis les mêmes. Alors après, c'est Mm. compliqué parce que quand on est en libéral et qu'on a des prescriptions de 40 médecins différents, on peut peut-être pas s'adapter de la même manière. Mais dans les maisons de santé pluridisciplinaires où on bosse peut-être un peu plus avec certains médecins, ça c'est parfaitement faisable. Et de Ouais. pas faire tout seul encore une fois. Ouais. Mais ce que j'ai appris ici en Angleterre avec ma pratique, c'est que justement, les infos, on les distille pas de la même façon en fonction du professionnel à qui on adresse. Donc, quand je fais un courrier, moi, parce que du coup, on va envoyer au kiné expert du genou. Donc, ils ont ce qu'ils appellent la MAT team. C'est les teams d'experts, donc c'est les pratiques avancées, des gens qui vont être, voilà, qui ont 500 000 publications sur le genou, qui sont hyper calés, etc. Et eux peuvent faire des injections, des IRM, etc., etc. Donc, quand je leur écris une lettre, eux, c'est des kinés. Donc en fait, je peux mettre des infos, des Ouais, abréviations, je peux mettre de la quantité de mouvement, je peux mettre un truc un peu kiné. Quand je vois un médecin généraliste, ça, lui, il sait pas ce que c'est, 30 degrés de flexion de genou, et flemme, quoi. Donc en fait, c'est des infos qu'on met pas. On va mettre, le patient, il va être affecté dans sa vie de tous les jours pour ça. On va lui mettre des infos plus sur le bagage médical. Et en fait, bah, le fait d'avoir appris à faire des courriers, ça a vachement influé ma pratique sur bah, finalement qu'est-ce qui est important pour quel professionnel et qu'est-ce qui est important d'avoir comme info. hmm. Et donc ça m'aide aussi dans ma prise de notes, ça m'aide dans mon bilan, ça m'aide dans plein d'autres aspects. Donc communiquer, bah, c'est bien pour le patient, c'est bien pour nous, et puis c'est bien pour les autres professionnels. Ouais, clairement.
Donc ça, c'est le niveau enfin micro. Je sais pas Mm. s'il y avait d'autres trucs à dire ou si on peut passer au niveau macro. Ouais, il y a un dernier point qui est Ouais, le côté environnement. Donc ça, c'est un truc sur lequel les kinés peuvent penser, parce qu'en libéral, on a cette liberté de faire des cabinets comme on aime et de penser comment est-ce que je veux que mon environnement il soit accueillant et il soit sécure. Donc que le patient se sente à l'aise, que le patient... Parce que si on fait un truc très tout blanc, très biomédical, très machin, bah forcément on biaise l'interaction vers quelque chose. Si on a un cabinet avec de l'encens, des bougies, des roches, des machins, des pierres, des trucs, ben, on va influer vers un autre paradigme. Et l'idée, c'est de trouver, OK, bah, dans quel environnement moi je me sens confortable et dans quel environnement je veux que mes patients se sentent tous confortables, s'ils ont une approche plutôt médicale ou s'ils ont une approche plutôt ésotérique. Et c'est de trouver une espèce de milieu d'entre-deux dans lequel c'est un peu informel, un peu formel, mais pas trop, et de se poser juste les questions de qui on est, qui on veut être et quelle image on veut renvoyer au patient, mais dans cette notion qu'il faut que le patient il se sente bien, ouais, bienvenue et, euh, et qui se sentent à l'aise. clairement. Tout Donc à ça, fait. c'est les trois éléments du micro, en fait. Et c'est des trucs sur lesquels, bah, pour le coup, ça me manque parce qu'à l'hôpital, on n'a pas du tout le choix de tout ça. Et on bataille juste pour avoir un hôpital un peu propre et qui fasse pas vétuste. Et des fois, ça peut être un peu chiant parce que tu te dis, en tant que patient, j'aimerais pas arriver dans un Et oui. hôpital comme ça parce que ça fait vieillot, ça renvoie une image un peu pourrie, mais on n'a juste pas les sous pour mettre une plante verte et une lumière un peu sympa. Et c'est vrai que ça dévalorise la vision ce que j'ai compris en Angleterre, des usagers de la NHS. Elle n'est pas forcément très bonne. Ils ont l'impression que, bah, vu que c'est gratuit, vu que c'est de moins bonne qualité, alors que dans des faits, c'est pas forcément le cas, mais ce Ouais, contexte-là participe vachement à ça, je pense. On a affaire ouais, des bâtiments vétustes par rapport à un cabinet tout flambant neuf avec plein de nouveaux. Ouais, t'es sûr. c'est ça. Donc ça, c'est juste avoir un questionnement vis-à-vis de ça et se poser la question qu'est-ce qu'on veut renvoyer comme image. Mm. Donc le dernier point, qui est le point du coup beaucoup plus organisationnel, donc ça intéressera tous les gens qui veulent se positionner dans les sociétés savantes, à l'ordre, etc., pour comment est-ce qu'on influe la sécurité sociale, etc., etc. Donc en Angleterre, c'est différent. Donc, et dans d'autres pays, parce que là, du coup, c'était des gens un peu de trois autres pays différents, donc Nouvelle-Zélande, Canada et Portugal, donc c'est aussi des systèmes différents. Mais eux, ils se posent simplement la question en termes généraux. Comment est-ce qu'on fait pour inclure donc, en gros, ce qu'ils disent, c'est que pour que le système il évolue vers un système plus patient-centré, ben, il faut être inclusif des personnes. Donc il faut, comme tu dis, qu'il y ait des patients, qu'il y ait des gens qui viennent pour donner leur avis, comment est-ce qu'on veut que le système fonctionne, et qu'il y ait des staffs. Donc que ce soit pas juste justement le ministère de la Santé et des gens qui ont jamais fait de soins qui prennent des décisions, Ouais. mais que ce soit un truc où tout le monde est rassemblé autour d'une table et tout le monde va donner ses ordres de priorité. Donc ça, c'est important parce que c'est un truc qui est de plus en plus en vogue à l'étranger où les patients sont inclus dans les études scientifiques, sont inclus dans les prises de décision ministérielles, etc., etc. Et c'est un truc il faut qu'il y ait des sociétés de patients, il faut que les patients aussi communiquent entre eux, etc. Donc c'est des trucs qui sont intéressants et puis que les différents staffs soient inclus aussi dans le design. Ouais. Donc ça, c'est bon, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est plus pour le côté organisationnel de façon à créer un petit peu du contexte. Et c'est ce qui se disait, c'est vraiment sur le côté continuité de soins, coordination et individualisation. Donc prendre ces paramètres-là et de se dire comment est-ce qu'on peut mieux coordonner. Donc c'est un petit peu plus à l'écart, mais ça reste Ouais. des éléments importants. Ouais, tu sais, il y a une tendance quand même depuis quelques années à inclure les patients, hein, même à différents niveaux, même en France là, donc je trouve ça intéressant. Et puis tu sais, quand tu fais des projets, si tu fais des projets à plus petite échelle, je sais pas moi, un projet d'éducation thérapeutique, tu peux Ouais, aussi inclure des patients experts dans le process. Et là, tu vois, ouais. tu peux avoir, si tu as fait ton dossier, tu as tes financements, etc., tu as des latitudes de pouvoir inclure ça. Donc je pense que ça reste des considérations à pouvoir avoir. Et après, bon, bah, c'est comme on a dit, hein, on parlait pas spécialement des barrières en détail, mais après, c'est là aussi où chacun fait au mieux avec le contexte qu'il peut avoir. Et qui, tu vois, en libéral, on a le choix, mais financièrement, c'est pas ouf en France en ce moment. Et donc, du coup, bah, t'as pas non plus un choix infini. Ouais, Enfin, c'est ça. donc, tout ça, c'est comment faire des compromis. Et ça rejoint cette histoire de si vous n'êtes pas au max dans tous ces domaines-là, c'est juste normal. Donc paniquez pas. Par pitié, vous culpabilisez pas. L'important Non, c'est de se poser des surtout pas. questions, d'avoir des démarches.
Je vais Ouais. probablement pas essayer de tout changer en même temps, autrement vous allez vous Mm. fumer. Donc, ou juste pas y arriver. Et souvent, il n'y a pas besoin de tout changer parce qu'il y a plein de trucs qui sont déjà faits de façon très Clairement, bien, en fait. Il y a plein clairement. de trucs que vous faites déjà, il y a plein de trucs qui sont déjà intuitifs ou, Ouais, à pas perdre, ouais, 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 c'est sûr. Donc, mm. ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Et dans ces éléments-là, ce qui est intéressant, les seuls points que je trouve importants à souligner dans le macro, c'est qu'ils parlent vraiment du côté formation. Ouais, Et donc là, bah, du coup, ça va rejoindre le côté promotion de, de l'épisode, mais aussi le fait de réfléchir à ce qu'on propose, etc. Et donc, il parle du côté formation staff, dont je vais revenir dans un instant, et il parle du côté aussi monitoring et qualité. Donc, c'est-à-dire d'avoir du feedback. En fait, si on n'a pas de feedback de la part des personnes, on ne peut pas savoir si ce qu'on fait c'est bien ou pas. Donc, essayer d'instaurer et d'avoir des moyens d'obtenir du feedback de la part des patients, c'est un truc qui est super dont on peut bénéficier. Et en Angleterre, au début, c'est ça de façon hyper chiante, hyper carrée, avec des box à tixer, et donc avec des box les cases à cocher. à marquer, etc., à cocher. Merci. Désolé pour les anglicismes, Là, c'est de plus en plus dur. j'ai l'habitude avec Camille. Et du coup, en fait, ils disent que ce qui est mieux, c'est d'avoir des feedbacks un peu ouverts. Donc, de proposer aux patients, bah, si vous avez le temps, laissez un commentaire, faites un mail, et juste pour avoir un truc un peu plus personnel, parce que du coup, ça donne plus d'informations. Mhm. Donc, avoir du feedback, c'est important, et d'avoir du feedback de la part bah, des collègues, de la part, si vous travaillez à plusieurs, de la part des patients, etc., etc. Et donc, du côté purement formation, ce qui m'a moi personnellement intrigué et qui m'a plu dans cet article, c'est qu'il parle aussi des différentes façons de. Parce que comme on a dit, c'est un concept plein de trucs, on a parlé de beaucoup de choses, c'est un podcast, donc on en parle. Mais du coup, la littérature, elle montre que souvent, bah, soit on a l'impression de bien faire, et en fait, bah, il y a des petits détails où on ne le fait pas si bien. Donc ça, c'est l'épisode que tu avais fait avec Camille sur le biopsychosocial, qui était super intéressant avec l'article de Mescuto. Et à la fois, ça peut être aussi dans l'autre sens, on peut faire plein de choses bien et pas s'en rendre compte, comme tu dis, et se culpabiliser à mort sur plein de trucs. Donc plutôt que du contextuel, des fois, c'est pas tellement le. Donc il y a l'aspect réflexif, comme on a dit tout à l'heure, qui est super intéressant et qui souligne. Donc formez-vous à la réflexivité, apprenez à vous poser des questions, et si vous êtes déjà formé, bah, justement, pratiquez, utilisez des exemples concrets, discutez-en avec des collègues, écrivez des choses, parce que ça aide à progresser. Et puis après, il parle comme ce que tu as dit, de ce que tu faisais en formation, donc ça a l'air trop intéressant, sur des jeux de rôle, des mises en pratique, avoir des situations concrètes, des cas cliniques, etc., et que ce soit pas juste du transmissif où bah voilà, il faut faire comme si, et vraiment prendre du temps pour explorer. Ouais, vraiment, bah, vraiment, moi ça me parle tout ça. On Ouais, essaie de faire ça au plus. Et puis, de toute façon, même du point de vue, on va dire, de l'enseignant, c'est tellement plus intéressant. Enfin, je veux dire, plutôt que de répéter les mêmes trucs encore et encore, je pourrais pas. De se baser ouais, sur les autres, il y a toujours. T'apprends tellement en fait. Tellement privilégié en ouais. fait de bénéficier de la réflexion de tout le monde et de la variété de situations, etc. Ça fait tellement avancer que. Ouais, mais bon, ça c'est des modèles. Encore une fois, on le sait. Bah, ouais. Après, c'est arriver à changer les habitudes. Ouais. Bah après, mon expérience, moi, de la formation en France, je trouve qu'elle était quand même assez qualitative. Enfin, de plus en plus de collègues que j'avais rencontrés en France qui étaient impliqués dans la formation initiale, qui Ouais, étaient impliqués dans les formations en développement continu, ils avaient vraiment cette vision de ne pas faire du cours magistral juste PowerPoint, mais aussi d'avoir des cas cliniques, d'aussi avoir des exemples, d'aussi faire de la mise en situation. ouais, Et ça, c'est super cool parce que je vois que ça se dynamise de plus en plus, ça se développe. Et on sait qu'en termes de pédagogie, c'est des trucs qui marchent bien. Et justement, surtout pour des concepts comme ça. Il y a des concepts pour lesquels, bon, bah, tu as juste besoin de la théorie et forcément, bah, c'est très bien. Mais il y a des concepts pour lesquels bah, c'est touchy, il faut essayer, il faut se faire comme on dit, faire des erreurs, donc il faut le répéter plein de fois, et ça, c'est des trucs qui sont de plus en plus proposés en formation et que je trouve super. ah ouais, non, c'est sûr. Les choses vont dans le bon sens, donc ça c'est chouette pour tout le monde, ouais. Clairement. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y avait des points, toi, qui t'avaient plu dans l'article et que tu avais envie de souligner ou qu'on n'a pas couvert, parce qu'on a parlé longtemps, donc enfin, surtout moi. Ouais, non, non. Ouais, encore une fois, moi tout ça, ça me parle. Et c'est c'est pas facile quand.
comment dire, j'ai du mal à pas être attentif à tous les mots. Et quand t'as des phrases où vraiment tous les mots sont importants, et il m'a pris du temps à lire l'article, j'avoue. Et il a vraiment Ouais. fallu prendre mon temps. Euh, et ouais, non, non, très, très riche. Donc, bah, je te remercie d'avoir su l'organiser comme ça pour le présenter aux auditeurs parce que, tu vois, moi je pense que ça fait partie des choses où si moi je m'étais retrouvé tout seul à présenter cet article-là, ça m'aurait demandé un gros travail pour arriver à être clair et à pas partir dans tous les sens. Et pas. Donc non, je pense bah, ça a permis d'aborder les différents thèmes principaux, de donner des exemples par-ci par-là, de rendre des choses assez concrètes, je trouve. Donc non, bah écoute, moi ça me va bien comme ça, j'ai pas grand-chose à Ouais. rajouter. Il y a, Bah, je pense que le mot de la fin, c'est vraiment, parce que c'est comme tu disais, bah, sur tous ces concepts-là, il y a beaucoup de littérature et souvent elle est très complexe. ouais, C'est vraiment un cheminement. Donc, je sais qu'il y a plein de gens à qui ça fait peur de lire du qualitatif ou de lire ce type d'études. Parce que là, du coup, c'est une méthode un peu mixte avec un côté un peu revue scoping, donc qui est plus quantitatif, et une analyse thématique qui est un peu plus qualitatif. Mais en fait, bah, c'est exactement la même chose. Il faut essayer, faut se planter. On va pas comprendre l'article du premier coup. Puis en fait, c'est un truc. Enfin, moi, ça fait maintenant 5 ans ou 6 ans que j'en lis tout le temps. Et au début, je pigeais rien et j'étais vraiment largué et je comprenais les concepts à l'envers. Et en fait, c'est ok parce que j'ai pas pu développer cette expertise sans avoir foiré, raté, mal compris ou lu un article. Et puis finalement, bah, j'ai l'impression d'avoir perdu du temps parce que j'ai passé du temps à lire un truc que finalement j'ai rien compris. Mais en fait, c'est juste à force de répétition et c'est ok de pas comprendre tout de suite. ouais, ouais, c'est sûr. On n'est pas formaté comme ça, mais c'est important de le réaliser maintenant, ouais. Ouais. Et Important. c'est vrai qu'avec le recul, tu te dis, ah ouais, bah c'est vrai que en fait, tu m'aurais donné cet article-là il y a 2 ans. Je t'aurais dit, Ah, bah, t'es mignon, mais j'ai mieux à faire. ouais, la cloche aussi, ouais, ouais, non. Ouais, et puis après, il y a des temps, enfin, c'est pareil aussi, hein, je pense que il y a des moments dans sa vie où on est à un stade et on a un intérêt particulier, et du coup, tout va pas nous parler, et c'est pas parce que ça ne parle pas à un moment donné que ça ne parlera pas plus tard. Et Exactement. donc parfois, bah, de mettre des choses de côté, et puis de savoir les retrouver quand on en a besoin. Et puis de la même manière, on peut pas. Tous ces concepts dont on a parlé, il y a vraiment du temps de digestion. Moi, je pense à avoir avancé sur certains, et je sais qu'il me reste beaucoup de chemin sur tous. Et, Mm. euh, et c'est cette notion aussi de. Je suis vraiment influencé en ce moment parce que je m'intéresse à ces trucs-là sur l'apprentissage de l'imperfection, pour ceux qui Mm. aiment les bouquins. Et ce truc de enfin, d'apprécier le chemin et pas être trop concentré que sur la destination, autrement bah, c'est vachement frustrant. Le chemin nous paraît dur, on n'arrive pas à l'apprécier. Une fois qu'on est arrivé, on est content 2 minutes, et puis après, bah, ça va plus une fois qu'on en trouve un autre. Et normalement, ça fait une grosse différence entre apprécier constamment le chemin et être content 2 minutes et être frustré tout le reste du temps, être content et être frustré Ouais. pendant 10 Ouais, ans. je te rejoins Ouais, là-dessus. c'est. C'est clair. Mais bon, bref, donc toutes ces choses-là, merci en tout cas d'avoir apporté cet article-là complexe, d'avoir su euh, de présenter de cette manière-là. Je pense que c'était vraiment adapté, ouais. Et puis ouais, bah écoute, je sais pas, est-ce que toi t'as un truc dont t'aimerais nous parler, un projet que tu aurais, ou un truc que t'aimerais promouvoir, un événement, ou autre, je sais pas, ou pas. Alors là, pas dans l'immédiat, parce que comme je termine mon mémoire, Ouais, bah, du coup, là, je suis assez pris. Mais suivez toujours, on sait jamais, dans le futur, je pense que je vais essayer de proposer justement un peu plus de contenu là-dessus. Donc j'ai un site internet qui n'a pas été mis à jour depuis un moment, mais qui le sera probablement dans le futur. Donc que vous pouvez regarder, c'est Clément Physio, Clément Noël Physio, je crois, .org. Je m'en souviens même plus du titre c'est pas exact, bon pour, site, ouais. pour être honnête, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas alimenté. Mais, mais puis voilà, et puis dans le futur, j'aimerais faire aussi un peu de formation. Donc c'est possible qu'il y ait du contenu sur ce thème-là qui arrive à un moment ou à un autre. Mais pour l'instant, il n'y a rien de concret, donc bah, juste
restez alerte si le sujet vous intéresse et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si c'est des choses qui vous plaisent. Je suis ravi d'en parler avec vous. Ok, bon, bah, j'imagine que les gens peuvent te trouver sur les réseaux sociaux. Si jamais ils ne trouvent pas, ils peuvent Ouais. envoyer Je un. suis sur Twitter uniquement en termes de réseau social professionnel. Ok, Et après sur le site internet et sur mon mail qui est accessible sur le site et sur le Twitter. ok. Bon, si jamais les gens ne te trouvent pas, ils peuvent envoyer un mail à l'adresse contact de l'agence EBP et puis on fera le lien si besoin. Formidable. Voilà, ok, bah écoute, merci du coup Clément pour cet article, pour ton temps, ouais, qui est un peu précieux en ce moment là. Je sais ce que c'est, hein, le rendu du truc là. Ouais, C'est un délire. ouais t'es courageux. Ouais, c'est un délire, ouais. Et puis bah écoute, Bah, merci. je te dis à une prochaine Merci du coup. beaucoup. Ouais, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était très agréable de parler avec toi et un super objectif d'avoir fait un podcast avec toi et l'agence. C'est une belle aventure, donc très content de cette première. Merci Clément. À Allez, bientôt. bonne journée. Salut.